notre rôle, en fait, au service juridique, c'est d'aider au maximum les clubs et les comités dans la gestion de leur association, que ce soit sur la gestion de la relation de travail, qui est un volet important de l'activité d'une association, la gestion de l'association, notamment le sujet, par exemple, de la tenue des assemblées générales, le sujet des assurances. Voilà, on a toute une série de thématiques sur lesquelles vous nous sollicitez régulièrement. Et donc vraiment notre objectif, c'est de vous faciliter la vie, pour faire simple. Donc ce soir, on va parler de la base, de la relation de travail, hein, dans les associations sportives et plus spécifiquement le contrat, des animateurs et des animatrices. On n'évoquera pas le cas, qui est très rare dans les clubs, du personnel administratif parce que vraiment ça se compte sur les doigts d'une main. On va se concentrer sur ce contrat qui a quelques spécificités comme vous allez le voir. Vous en connaissez certainement une partie. Je précise d'emblée que le but de ce type d'intervention assez courte, hein, donc un format d'1 heure et demie au cours duquel on aura des temps de questions-réponses, hein, après chaque thème et également, sur la fin. C'est pas de vous transformer en juriste, c'est pas de faire de vous des grands spécialistes, du contrat de travail intermittent ou du CDD ou de l'auto-entrepreneuriat. C'est vraiment de vous donner les bons réflexes à avoir, de répondre à certaines interrogations que vous pouvez avoir. C'est aussi de vous expliquer un peu la logique qui sous-tend en fait la construction de ce contrat qui est assez particulier, qui est très utilisé dans les associations, sportives. Parce que parfois ça vous déroute un petit peu, vous vous dites: «On a un salarié, 2 salariés, qui travaillent 2 heures par semaine» et on a l'impression qu'il y a énormément de démarches à faire. Alors c'est effectivement le cas, parce que comme on va le voir, le droit du tout ça, ça relève du droit du travail et le droit du travail, il est avant tout pensé pour des structures, qui emploient sur plutôt du temps partiel avec un certain volume, voire du temps plein. Le contrat de travail intermittent, c'est vraiment très spécifique et c'est souvent sur des volumes horaires très faibles, mais ça ne veut pas dire que le droit du travail ne s'applique pas. L'objectif, hein, de ce type de webinaire, c'est de voir comment, vous pouvez adapter les spécificités de votre activité avec ce cadre juridique qui est protecteur à la fois pour les salariés, mais aussi pour les employeurs. Si vous avez des questions, donc comme l'a dit Cédric, l'idée c'est pas d'aller sur du cas précis, trop spécifique parce qu'on a vraiment un format court. Le service juridique, il est à votre disposition toute l'année pour vous répondre. Voilà, je vous redonnerai, l'adresse pour, celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Mais, c'est juste de poser des questions qui peuvent avoir un intérêt pour l'ensemble du groupe. Autre point très important, si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à lever la main, via la fonctionnalité, du webinaire ou à me mettre, dans le chat. Je pense que Cédric pourra, aussi le signaler parce que c'est important que vous ne soyez pas sur une incompréhension, notamment, en matière d'un vocabulaire, spécifique ou, un point qui vous échapperait. De toute façon, on aura si, la gestion du temps nous le permet, on aura à la fin un temps de questions-réponses. Voilà. Très rapidement, l'objectif, hein, de ce webinaire, c'est de comprendre les bases de la relation de travail, à la fois au moment de l'embauche où il y a des formalités à effectuer, mais c'est aussi sur le choix du contrat qui est adapté. On va voir ça peut être le CDI, la plupart du temps, le CDI intermittent, j'entends. Ça peut aussi être du CDD, ça peut être de la mise à disposition. On va aussi évoquer rapidement le sujet de l'auto-entrepreneuriat. L'autre grand volet de ce webinaire d'1 h 30, c'est de comprendre en fait ce que c'est que le salaire, qu'est-ce que ça recouvre, sachant que le salaire dans vos associations, il relève principalement, outre le code du travail, de la convention collective, du sport. Voilà. Alors, donc le premier thème de ce webinaire qui est divisé en 2 parties, c'est comment on embauche une personne salariée et on conclut un contrat de travail. Avant tout, avant d'aller sur les différents types de contrats, on a jugé utile au service juridique, de rappeler ce que c'est qu'une convention collective parce que vous allez voir, je vais faire de nombreux renvois à la convention collective nationale du sport. Très rapidement, là aussi rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais c'est important de vous rappeler qu'il y a un ensemble de normes qui régissent le contrat de travail. Voilà, ce que vous vivez au quotidien quand vous embauchez, un animateur ou une animatrice, ça relève de tout un ensemble de normes. On va voir uniquement celles qui nous intéressent. Donc vous avez voilà, le socle de base, c'est la loi. La loi, c'est en l'occurrence principalement le code du travail, ça peut être le code de la sécurité sociale également, mais en général, c'est le code du travail. La convention collective, elle doit
être conforme à ce code du travail. Elle ne peut pas prévoir des droits qui affaiblissent ce que prévoit le code du travail. Par exemple, tout simplement le SMIC, voilà, le code c'est fixé par le code du travail, le SMIC, c'est régi par ça, donc une convention collective ne peut pas prévoir un salaire qui serait inférieur au SMIC. Nous, en l'occurrence, on parle de la CCNS, donc Convention collective nationale du sport. Dans des cas beaucoup plus rares, mais on ne les abordera pas ce soir, nous avons des clubs qui embauchent sous la convention ECLA, qui est la convention de l'animation, mais plutôt dans le domaine loisirs socioculturels. Vous pouvez avoir très rarement, ça concerne plutôt les comités, ce qu'on appelle, enfin en l'occurrence très rarement dans nos clubs, j'entends, les accords collectifs d'entreprise, on ne va pas les aborder ici. Et en l'occurrence, un autre socle qui nous intéresse ce soir, c'est le fameux contrat de travail. Voilà, ça c'est au niveau individuel, c'est-à-dire au niveau de l'employeur que vous êtes en tant que club ou en tant que comité, et le salarié ou la salariée. Et vous avez encore un autre socle de normes qui est vraiment en dessous dans cette pyramide, c'est l'usage. Typiquement, vous avez des usages parfois de payer, de verser, des indemnités kilométriques, mais c'est pas contractualisé, ça ne vient pas de la convention collective et ça vient pas du code du travail. C'est simplement une pratique que vous avez mise en œuvre dans votre club, ou ça peut être par exemple une prime, exceptionnelle, genre un 13e mois par exemple, qui n'est pas lui non plus prévu ni par la loi, ni par la convention collective. Alors, la convention collective, là aussi, très, très rapidement, c'est un texte qui est négocié, et qui est constamment renégocié très régulièrement, notamment sur les salaires, entre d'un côté les syndicats de salariés et de l'autre les syndicats d'employeurs. Donc, dans la branche sport, le principal syndicat d'employeurs, c'est le Cosmos. Et ce texte a pour objectif de fixer les différentes conditions d'emploi dans un secteur d'activité, mais en s'adaptant aux spécificités de ce secteur. Et c'est pour ça qu'on a notamment dans notre convention collective le fameux contrat, le CDI intermittent. La convention collective comporte des dispositions dites obligatoires, c'est-à-dire que, sauf si le code du travail est mieux disant, normalement la convention collective s'impose à l'employeur, y compris si vous n'êtes pas adhérent du syndicat Cosmos en tant qu'employeur. N'hésitez jamais à nous demander le lien de la convention collective, mais par ailleurs, comme on va le voir juste après, toutes nos fiches toutes nos fiches d'information renvoient à cette convention collective et à ses dispositions, notamment donc en termes d'embauche, également en termes de congés, en termes d'arrêt de travail, voilà, en termes de gestion du temps de travail, également en termes de salaire. Donc nous, on y fait très régulièrement référence. C'est pour ça que c'était important, avant d'entrer dans le vif du sujet, de commencer par ce petit rappel introductif. La convention collective nationale du sport, elle est applicable à tous les salariés de la branche sport. En tout cas, elle est applicable aux salariés de la FFE-PGV, comme moi, aux salariés des comités régionaux et départementaux, et bien sûr aux salariés des associations EPGV. L'employeur ayant l'obligation, en l'occurrence, d'appliquer une convention collective, puisque les associations EPGV relèvent bien du champ de cette convention collective. Voilà, on vient de l'évoquer, voilà, elle comporte des dispositions, mais comme toutes les conventions collectives, relatives donc au contrat de travail, ici à la forme que peut prendre le contrat de travail au-delà du CDI classique, le temps de travail, les congés, la formation professionnelle. Et aujourd'hui, vraiment, ce qui nous intéresse, donc, c'est le contrat et dans un second temps, le sujet de la rémunération. Mais ça prévoit aussi une convention collective prévoit aussi des dispositions relatives, par exemple, à la santé, aux conditions de travail, à la complémentaire santé. Voilà. Ça couvre normalement tous les aspects de la relation de travail. Toujours avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est important parce que ça s'applique à chaque fois que vous concluez un contrat, hormis le sujet de l'auto-entrepreneuriat qui est particulier. Vous avez ce qu'on appelle des formalités à effectuer au moment de l'embauche. La première, c'est de déclarer. Voilà. Déclarer à l'URSSAF dans les 8 jours qui précèdent l'embauche, sachant qu'on peut régulariser a posteriori si nécessaire, mais en tous les cas, il doit y avoir une déclaration qui peut même le numéro peut même être inscrit, le numéro de déclaration préalable peut être inscrit dans le contrat de travail. Ça, c'est la première des formalités. Voilà. Sinon, tout simplement, on glisse, si on ne déclare pas la personne salariée, on glisse vers ce qu'on appelle du travail dissimulé. La seconde formalité, c'est de rédiger
c'est-à-dire d'établir le contrat de travail par écrit. Et d'ailleurs, on le verra rapidement, mais ne pas se contenter du récépissé de la déclaration de l'URSSAF, en général via le CEA, via le chèque emploi associatif. Il faut véritablement rédiger un contrat de travail écrit. Là, pas de panique, le service juridique, il a à votre disposition tout un arsenal de modèles, dont on reparlera ensuite et on vous conseille vivement de respecter les trames, de ces contrats, principalement sur le CDI, mais aussi sur le CDD. Enfin, la troisième grande formalité, c'est de s'affilier ou d'adhérer auprès des différents organismes qui sont obligatoires et qui gravitent autour du contrat de travail proprement dit, de la relation de travail. Le premier, et là je sais que c'est un petit peu le sujet qui crispe dans les clubs et on conçoit très bien pourquoi, c'est la médecine du travail qui est obligatoire. Ça ne pourra pas être le thème de ce webinaire parce que ça mériterait un webinaire à lui tout seul, mais en tous les cas, chaque salarié doit être affilié auprès d'un centre de santé au travail. Et c'est la médecine du travail, en synthèse, le suivi de la santé au travail, ça se fait par poste en fait. Ça ne se fait pas du tout en fonction du volume horaire, ça se fait par poste parce que le risque, notamment par exemple d'un accident de travail, il peut survenir qu'on ait 1 heure de travail par semaine ou qu'on en ait 35 ou 40. Toujours sur le sujet de la santé, vous avez la complémentaire santé, ce qu'on appelle la mutuelle. Là aussi, c'est pas obligatoire. Alors, c'est obligatoire de vérifier que le salarié rentre bien dans le cas de figure où il peut se voir proposer une complémentaire santé. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour les très très courts CDD, mais sur le cas classique du CDI, on doit lui proposer une complémentaire santé. Et dans plusieurs cas, qu'on ne pourra pas détailler ce soir, mais je vous enverrai la fiche, la personne salariée n'est pas obligée d'accepter. Notamment si par exemple elle est ayant droit d'un conjoint, d'une conjointe au titre d'un autre, voilà, sur un autre contrat, un contrat antérieur de complémentaire santé ou tout simplement dans le cas du multi-emploi. Il y a également le sujet de la prévoyance. On doit adhérer à un organisme de prévoyance. Pourquoi j'ai raté? Où est-ce que je suis? Voilà. On doit adhérer à un organisme de prévoyance. Ça, c'est obligatoire. C'est prévu par la convention collective. Et pour la prévoyance, hein, elle intervient notamment lorsque, par exemple, en cas d'arrêt de travail, lorsqu'il n'y a plus, par exemple, de maintien de salaire ou de maintien même des indemnités de sécurité sociale. Et vous avez enfin, au niveau de la formation, l'AFDAS. L'adhésion à l'AFDAS, c'est également obligatoire. Voilà, ça c'était pour les réflexes que vous devez avoir, c'est au moment où vous avez décidé d'embaucher, vous devez faire cette déclaration à l'embauche. Vous devez rédiger votre contrat par écrit. Donc là, on vous invite vivement à nous demander conseil en cas de doute et vous devez faire les démarches rapidement de vous affilier au moment où vous concluez l'embauche auprès des différents organismes qu'on a, évoqués. Avec la nuance que pour la complémentaire santé, la personne peut ne pas être obligée d'adhérer. Donc dans ce cas-là, vous n'avez évidemment pas l'obligation d'adhérer à un organisme de complémentaire santé. Pour les associations, il existe des mécanismes de simplification pour les formalités d'emploi et de suivi de la relation de travail. C'est à l'embauche, mais c'est également tout au long de la relation. Le plus connu, et c'est certainement celui que vous utilisez, c'est ce qu'on appelle le CEA, le chèque emploi associatif. C'est une offre de service réalisée par l'URSSAF. Donc c'est un peu quand même la garantie que c'est cadré au niveau du respect des différentes obligations qu'on a en tant qu'employeur. C'est également à jour au niveau des cotisations et c'est un service qui est gratuit. Il est largement perfectible, hein. Nous, on a tous les jours des demandes liées à la gestion de l'emploi par le CEA, mais il a quand même le mérite d'être relativement simple et d'avoir d'un SAV qui permet de vous aider en cas de petits blocages techniques. Et il est bon. Une fois qu'on a compris comment le joindre, normalement, on a vraiment des vrais conseillers au téléphone qui peuvent vous accompagner et débloquer les situations un petit peu, notamment en cas d'arrêt de travail, par exemple, c'est pas toujours simple. Comme je le disais tout à l'heure, attention, l'attestation d'emploi transmise par le CEA au moment où vous déclarez votre salarié, elle ne vaut pas contrat de travail. Il faut vraiment établir le contrat de travail par écrit, notamment pour indiquer la répartition des horaires. C'est très important. Et le principal intérêt du CEA, c'est aussi qu'il vous édite chaque mois les bulletins de paye. Alors, petit aparté sur ce sujet, on a
parfois des clubs qui, par exemple, sur le sujet de la prime d'ancienneté qui est applicable à partir de 2 ans d'ancienneté, il y a des clubs qui ne l'appliquent pas en se disant: «Bah, le CEA fait tout à notre place». Pas tout à fait. Le CEA, en fait, c'est un logiciel, donc c'est un système de gestion, donc il prend les informations que vous lui donnez. C'est-à-dire que si vous lui dites pas: «Là, on a une convention collective qui prévoit qu'il y a une prime d'ancienneté au bout de 2 ans», bah, le CEA ne le sait pas. Sachant que le CEA n'est pas dédié à la convention collective du sport. Il est multi, convention, c'est toutes les associations, quelle que soit leur convention collective. Donc c'est important, en fait, de bien transmettre les bonnes informations, notamment le nombre d'heures, si ça varie, voilà, s'il y a une évolution dans la relation de travail. Il faut absolument transmettre ces informations au CEA parce que le CEA ne fait rien de manière automatique. Alors, vous avez le service net entreprise, qui permet, je passe très, très rapidement là-dessus, de faciliter la gestion, du contrat, notamment les formalités déclaratives. Donc contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser, c'est pas réservé qu'aux entreprises, c'est aussi accessible aux associations. Et alors je passe, aussi très rapidement sur Impact Emploi parce que c'est pas, vraiment le sujet du jour, mais c'est également un service de l'Urssaf et là ça permet, bah, notamment c'est utilisé par les comités en fait, qui peuvent être tiers de confiance, c'est-à-dire qu'ils vont gérer à votre place une partie des formalités, notamment de salaire. Ils sont en fait voilà le tiers qui est l'interlocuteur de l'Urssaf, mais ils agissent là aussi en fonction de ce que vous allez leur dire. C'est-à-dire si vous leur dites pas par exemple qu'un salarié, que vous embauchez a été absent, bah, le comité peut pas le deviner, donc il n'adaptera pas sa fiche de paye en fonction. Voilà, ça c'était pour les grands mécanismes de gestion de l'emploi et c'est des outils, voilà, qu'on vous invite effectivement à si vous ne les connaissez pas déjà, à utiliser. Il y a également des associations qui passent, directement par un cabinet comptable. Voilà, c'est plus rare, mais ça arrive. Mais là aussi, le cabinet, il est tributaire de ce que vous lui donnez comme information et surtout, le cabinet comptable ne connaît pas nécessairement toutes les subtilités de la convention collective. En cas de doute, n'hésitez pas à nous demander, on a parfois des sujets là-dessus. Voilà. Après, on fera une très légère pause pour savoir s'il y a des questions. Là aussi très, très rapidement, on a, développé au service juridique et c'est important pour la suite de ce webinaire, des guides et des systèmes d'information qui sont vraiment rédigés pour le réseau EPGV et toujours, ça c'est dans l'optique de vous faciliter la vie. On a donc un guide du club qui présente notamment les spécificités de l'emploi de l'animateur. Il est édité, chaque année. Et qui comporte des fiches. Alors c'est un résumé, hein, des fiches qu'on peut vous envoyer sur demande, mais c'est un guide papier qui est quand même, assez pratique et qui vous permet déjà d'avoir, une bonne vision des différents aspects de la relation, de travail, que ce soit du CDD ou du CDI. Après tous les autres aspects évidemment de la vie du club. Quand on va un peu plus spécifiquement dans la relation de travail, on a édité depuis 2024 un guide alors qui est uniquement sous format numérique et qu'on peut bien sûr vous renvoyer, sur simple demande. Un guide du CEA. On a eu à cœur de détailler les différentes étapes, que vous pouvez rencontrer dans la relation de travail, notamment les arrêts de travail, mais aussi surtout la déclaration à l'embauche avec des captures d'écran. Là aussi, on vous invite vivement à le consulter parce qu'on a essayé de faire un guide vraiment sur mesure et dans du pas à pas pour que vous puissiez avoir toutes les situations qui peuvent se présenter, une fois que vous avez conclu votre contrat de travail ou que vous décidez d'embaucher. Très rapidement, je passe sur les infos juridiques que vous connaissez certainement. Elles sont envoyées par le service sans périodicité précise, mais en général au moins une fois par mois. Et à chaque fois, on a vraiment à cœur d'aller sur des points précis de la gestion de l'emploi, souvent en lien avec la périodicité. Typiquement, voilà, sur les embauches en début de saison, sur les sujets de fin de saison avec notamment des ruptures de contrat. Voilà. On vous invite vivement à les lire. Normalement, elles vous sont relayées par vos comités. On a enfin un portail documentaire avec, toutes les fiches emploi et les infos juridiques, sachant que les fiches emploi, si vous ne les retrouvez pas ou que vous avez un doute, est-ce qu'elles sont à jour? N'hésitez jamais à les demander directement au service juridique, on vous les renvoie. Et enfin, là aussi vraiment très rapidement, on a donc les modèles que j'évoquais tout à l'heure, en particulier en matière de contrat, mais aussi de gestion de la relation de travail, notamment pour les ruptures conventionnelles, on a des fiches de poste, on a vraiment normalement tous les modèles possibles, qui peuvent vous servir et si on ne les a pas, c'est en général qu'il y a une bonne raison.
Par exemple, les lettres de démission, on n'a pas de modèle de lettre de démission parce que ça, c'est une démarche qui vient du salarié. Mais sinon, et notamment pour les contrats, on a des modèles qui sont vraiment pensés pour vos activités et on vous conseille vivement de suivre les clauses et de ne pas en rajouter, sauf quand elles sont marquées comme étant optionnelles. On a parfois des clubs qui font preuve d'un petit peu de fantaisie créative et c'est pas forcément une bonne idée. Voilà, si une clause ne figure pas dans notre modèle type, c'est généralement qu'elle a une bonne raison de ne pas y figurer. Pour les CDD, on vous invite vivement à nous expliquer le cadre court, comme on le verra ensuite. C'est important parce qu'il peut y avoir plusieurs cadres courts au CDD et les modèles donc varient en fonction. C'est important de présenter tout ça parce que le but de ce type d'échange, c'est aussi de vous montrer que finalement la relation de travail dans les associations, on sait parfaitement que vous êtes bénévole. Donc, excusez-moi, je vais fermer la porte parce qu'il y a du bruit. On sait parfaitement que vous êtes bénévole et donc que vous ne connaissez pas toutes les formalités à accomplir. Le but, c'est un peu de dédramatiser la relation de travail et de vous montrer qu'il y a presque une fois une recette. Si vous suivez les recettes et les préconisations du service juridique, si vous suivez ce qui est inscrit dans les fiches emploi, si vous suivez les modèles qu'on vous envoie, normalement, la relation de travail, elle va bien se dérouler. Après, il peut y avoir des aléas positifs, par exemple, voilà, on a parfois des clubs qui nous disent: «On veut donner une prime, comment on fait?» Voilà. Parfois des sujets de rupture qui sont plus ou moins agréables à traiter pour vous. Mais à chaque fois, il y a une solution et nous, on est là aussi pour vous donner un conseil concret adapté à votre situation précise. Voilà, donc c'était important vraiment de rappeler qu'il y avait tous ces outils à votre service pour vous faciliter au mieux la gestion de la relation et vous permettre aussi de vous consacrer finalement à ce qu'on souhaite tous, c'est-à-dire, faire du sport, une activité sportive, une activité physique, de manière sereine et conviviale. Voilà, donc on entre dans le vif du sujet, conclure un contrat de travail. Avant tout, est-ce qu'il y a des questions sur ce qui vient d'être dit? Sachant que là, c'était A une priori, introduction, non. voilà. Voilà, Mmh. parfait. Il y en aura certainement après. Alors, pour conclure un contrat de travail, déjà l'important, c'est un peu de quoi on va parler. On conclut pas un contrat de travail si on n'a pas des cours à pourvoir, si on ne connaît pas la durée et le volume hebdomadaire de ces cours, c'est est-ce que c'est un cours par semaine, 3 cours par semaine? Ça doit être en lien avec votre projet associatif. Ça doit être en cohérence avec l'attente, du public qui est ciblé. Par exemple, si vous vous dites, «Bah, tiens, on pourrait, embaucher» enfin, si vous avez une animatrice qui vous dit, «Bah, j'aimerais bien, travailler pour votre club, je fais du yoga» et vous avez peut-être, un besoin, voilà, vous pouvez peut-être ouvrir un nouveau cours. OK, c'est très bien, mais posez-vous la question de savoir si, par exemple, vous avez le public pour ça. Si vous êtes dans un tout petit une toute petite commune, que vous avez 30 licenciés, que vous avez déjà, 3 cours et que c'est pas du tout le public, voilà, vous n'avez pas un public en attente de cours de yoga et qu'en plus on est en plein milieu de la saison sportive, c'est peut-être pas forcément pertinent de conclure un contrat de travail, même si l'animatrice ou l'animateur vous paraît très sympa. Voilà, à minima, faites peut-être un sondage pour savoir si, vous voulez ouvrir un nouveau cours et si on vous dit: «Bah, ce serait bien d'avoir par exemple, 3 cours dans la semaine de yoga» et que pareil, vous avez un public assez restreint, que vous avez 30 ou 40 licenciés, que vous n'avez pas forcément les créneaux avec la mairie, dans le contrat, n'allez pas mettre, 3 ou 4 heures de cours si une est suffisante. Parce que tout simplement, ça vous engage ensuite, comme on le verra, par la suite du webinaire, c'est que vous devez fournir aux salariés ce qui est conclu dans le contrat. Donc c'est important de vous assurer en amont que vous avez bien la possibilité d'organiser les activités qui vont faire l'objet du contrat et de la relation de travail. C'est des points importants parce qu'on a vraiment souvent ce sujet au service juridique, notamment en fin de saison ou en début de saison, avec alors ça peut être des avenants au contrat, hein, des animateurs, des animatrices qui,
sans aucune malice ou arrière-pensée, vont vous dire: «Bah, ça pourrait être bien, par exemple, d'augmenter tel cours ou de changer l'horaire, ou voilà, j'ai un copain, il est super, il fait de la Zumba, on pourrait ouvrir un nouveau cours». Bah, posez-vous la question de savoir si c'est, vraiment ce que vous souhaitez et de quelle manière. Ou typiquement, sur les horaires, c'est important aussi de bien les inclure, de bien les définir avant de les mettre dans le contrat parce que parfois, un mauvais créneau horaire, enfin disons un créneau horaire qui n'est pas adapté, peut suffire à faire que le cours ne soit pas fréquenté, alors qu'il y avait quand même une attente. Donc le contrat, il est vraiment le reflet de votre activité en tant que club. Il est le reflet de la manière dont vous concevez, vous avez un projet associatif et ensuite comment vous allez l'organiser avec une personne qui a même, en l'occurrence l'animateur ou l'animatrice, de le développer. Il faut savoir aussi si c'est temporaire ou pérenne. Si vous voulez organiser quelques stages, de randonnée, de découverte, voilà, ça peut être plutôt du CDD. Si par contre vous voulez, vous savez que vous avez, vraiment une demande de vos adhérents d'ouvrir un cours supplémentaire, pour du pilates et que les animateurs, déjà embauchés n'ont pas la disponibilité, que vous voulez embaucher quelqu'un d'autre et que vous voyez que là c'est une demande, par exemple qui est récurrente, oui, bah, vous pouvez conclure a priori un CDI. Voilà, donc ça c'est très important avant même de faire toutes les démarches qu'on a évoquées avant, de bien savoir finalement ce que vous voulez. Et ça peut paraître basique de le rappeler, mais je vous promets qu'au service juridique, on a régulièrement des sujets là-dessus, sur finalement qu'est-ce que veut le club. Alors, une fois qu'on a défini son contenu, là vous êtes toujours dans les phases d'embauche, hein, de la phase de réflexion. Il faut vous assurer aussi, que la personne que vous allez embaucher, elle a bien, la possibilité d'animer contre rémunération. Parce que l'animation sportive, c'est une profession qui est réglementée par le code du sport. Il y a une obligation d'être diplômé et c'est normal, puisque on travaille quand même sur le corps, donc une personne qui n'est pas formée, elle ne saura pas animer. Elle peut ne pas savoir, par exemple, comment réagir, en cas de blessure. Elle ne saura pas forcément transmettre les postures adaptées. Il y a donc des risques de blessures. Voilà, ça paraît être du bon sens, mais c'est important de le rappeler. Heureusement, n'importe qui ne peut pas, animer, heu, animer un cours d'activité physique. Donc la personne et c'est dans nos statuts, hein, d'ailleurs, nos statuts et notre règlement fédéral, bien sûr, la personne qui est embauchée doit nécessairement être titulaire d'un diplôme. Ça peut être un titre à finalité professionnelle, un certificat de qualification et qui permet, c'est très important, l'animation contre rémunération de la discipline. En cas de doute, alors souvent on écrit au service juridique, la plupart du temps, nous on transmet à la direction technique nationale, parce que c'est elle qui est à même de juger si la personne peut enseigner. Ça peut être le cas, par exemple, pour des professeurs d'EPS. Voilà, nous on ne peut pas juger au service juridique, si le diplôme est compatible avec les exigences du code du sport, mais vous pouvez bien sûr nous les transmettre et nous ensuite on relaie aux services, concernés. Et il y a également, l'obligation d'avoir une carte professionnelle qui est à renouveler tous les 5 ans. C'est extrêmement important en tant qu'employeur de vous assurer en amont que la personne que vous allez embaucher a bien la carte professionnelle. On ne peut pas enseigner, on ne peut pas animer contre rémunération si on n'a pas la carte professionnelle. Avec une nuance très particulière pour le yoga, mais voilà, c'est un peu l'exception. Mais sur, la carte, voilà, l'obligation d'avoir la carte professionnelle, c'est pas une option. Il y a un risque pénal si une personne anime contre rémunération sans avoir la carte pro et ça vise aussi les auto-entrepreneurs et il y a un risque pénal également pour le club. Voilà, si vous embauchez quelqu'un qui vous dit: «Oui, oui, je suis animateur sportif, mais j'ai pas ma carte pro ou je l'ai pas renouvelée, mais c'est pas grave, je vous promets que je peux enseigner, je peux animer». Non, vous ne pouvez pas vous contenter de déclaratifs. Vous devez même annexer, la carte, une copie de la carte au contrat. En tous les cas, vous devez l'avoir dans son dossier et il vous appartient d'avoir en tête la date de renouvellement et de vérifier, voilà, quelques mois, avant la fin de l'expiration que la personne va bien faire le nécessaire pour la renouveler. En cas de doute, là aussi, on vous invite à nous demander. Et un point très, très important, la carte pro, c'est un des moyens aussi de contrôle sur ce qu'on appelle l'honorabilité. C'est-à-dire de vérifier, là aussi, je vous le fais en synthèse, mais de vérifier que la personne qui anime n'a pas notamment été condamnée pour des faits de violence sexiste ou sexuelle et n'a pas été, en tout cas, n'a pas été suspendue pour ce type de fait.
Ce ne sont pas les seuls faits visés, mais c'est un moyen de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et c'est particulièrement important, quand on a un public, mineur, mais également majeur, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce 1er passage, sur tous les préalables requis pour animer et donc pour être embauché? Pas dans le chat en tout cas. Parfait. Alors je dis peut-être des évidences, hein, voilà, mais l'idée c'est aussi de faire un peu des piqûres de rappel sur, les différentes obligations. Sachant que pour la carte pro, si un animateur refuse par exemple de la renouveler, ça peut être considéré comme une faute et là on vous invite vraiment à nous solliciter très rapidement pour qu'on puisse vous aider à rectifier la situation. Et c'est valable, donc je le rappelle, pour les auto-entrepreneurs. Un auto-entrepreneur, il anime contre rémunération, donc il doit avoir la carte professionnelle. Alors, on va en venir au CDI, également appelé le CD2I, le CDI dit intermittent, qui est le modèle le contrat le plus classique, qu'on rencontre le plus souvent dans les clubs PGV. Tout simplement, voilà, je vous ai remis la définition de la convention collective, du sport. Le principe de base du contrat intermittent, c'est d'être basé sur une alternance, en fait, de périodes travaillées et non travaillées qui en général, pour les clubs de sport, sont ces périodes de travail non travaillées correspondent tout simplement au calendrier scolaire. Donc c'est pas un contrat à temps partiel, on peut parfaitement avoir théoriquement, un CDI intermittent à temps complet, c'est-à-dire qui fait travailler la personne 35 heures par semaine, mais il y aura des semaines travaillées et des semaines non travaillées. En pratique, dans les clubs PGV, je crois j'ai jamais rencontré un seul plein temps. En général, c'est plutôt du 2 heures, 3 heures par semaine. Pour nous, un gros contrat, c'est un contrat de 6 ou 7 heures, voilà, par semaine. La plupart du temps, on est sur de 1 heure à 3 heures. J'entends les heures de cours uniquement, pas les heures de préparation. Donc c'est un contrat à durée, indéterminée, pardon, qui est conclu sur une période de 36 semaines contractuelles maximum sur une période de 12 mois, avec des dérogations possibles au-delà de 36 semaines. Cette période de 12 mois, il se trouve que pour nous, elle correspond à la saison sportive et c'est comme ça qu'elle est rédigée dans notre contrat, dans notre modèle de contrat. Mais pour autant, la convention collective ne fixe pas ça sur la saison sportive. Ça pourrait être une autre temporalité. Mais c'est très important par contre de garder en tête que c'est sur une période de 12 mois et d'inscrire cette période de 12 mois dans le contrat. Là aussi, vraiment, vous avez la formule, hein, dans la rédaction qu'on propose, pour qu'on sache, en fait, comment on calcule ces 36 semaines et comment on organise cette alternance de l'emploi entre semaines travaillées, mois travaillés et semaines non travaillées. Et c'est important parce que l'employeur, il est tenu de fournir de l'activité aux salariés. Donc si on ne définit pas, si on ne pose pas ces bases, le salarié, en théorie bien sûr, peut dire: «Bah, moi, après tout, je vois pas pourquoi on me donne pas de travail, sur les périodes de vacances scolaires» et l'employeur peut être tenu de lui fournir du travail alors que c'était pas conçu comme ça. C'est également important de le définir parce que ça a un impact sur les absences des animateurs. On a de temps en temps des animateurs qui disent: «Bah, moi, je veux prendre mes vacances pendant les périodes du calendrier scolaire qui correspondent à des périodes de cours, à l'école, mais évidemment cours, aussi pour votre association. Or ça pose difficulté puisque le principe, c'est que normalement, il doit prendre ses congés et il peut faire ce qu'il veut pendant les périodes qui sont prévues dans le contrat comme étant non travaillées, c'est-à-dire en général les périodes de vacances scolaires. Pour autant, il n'y a pas d'interdiction d'un club de faire travailler pendant les vacances scolaires. Ça arrive. Ça peut être le cas, par exemple, sur les vacances de 2 semaines, il va y avoir une semaine, travaillée et une semaine non travaillée. On doit simplement rester dans cette limite de 36 semaines et on ne peut pas dépasser, y compris avec des dérogations, un maximum de 42 semaines annuelles. Important, le CDI, comme, le CDD d'ailleurs, on le verra plus tard, le CDI, il est obligatoirement écrit et signé. Ça paraît là aussi, assez basique de le rappeler, mais il est forcément écrit parce qu'il définit précisément l'alternance de ces périodes travaillées et non travaillées. Vous pourriez lire sur internet, on a régulièrement le cas qu'un CDI n'est pas obligatoirement écrit. C'est vrai,
pour un contrat de travail à durée indéterminée classique. Les fiches de paye font foi et la déclaration à l'embauche, bien sûr. Mais dans ce cas, le contrat est présumé être à 35 heures. Là aussi, pour faire très simple, c'est présumé être un contrat de travail habituel, classique, avec du 35 heures, 5 semaines de congés payés. Il n'y a pas cette alternance qui est indiquée. Donc, par définition, le CDI, il doit lui être beaucoup plus précis. Il doit bien définir quelles sont les périodes travaillées et non travaillées, quelle est cette alternance de l'emploi, cette intermittence de l'emploi, et donc il est nécessairement écrit. Cette obligation, elle n'est pas là juste pour faire joli, elle est là parce que c'est logique et cohérent, et que c'est dans votre intérêt, et que ça définit aussi, par exemple, les horaires et les jours de travail, voire même le type de cours, ce qui est conseillé. On a parfois des animateurs qui on décide de changer tout seul, l'intitulé du cours. Bah non, si c'est dans le contrat, enfin, c'est quand même vous l'employeur, donc c'est à vous de décider, quel est le type de cours que vous souhaitez mettre en place. Quels sont les horaires à respecter? Donc c'est très important qu'il soit écrit et c'est très important qu'il soit signé et en double exemplaire. C'est-à-dire que vous ayez, un exemplaire signé du contrat. Ça paraît basique de le rappeler, mais on a parfois des clubs qui ne sont pas en capacité de retrouver le contrat de travail écrit et signé. Ils nous produisent par exemple juste un document Word qui n'a que peu de valeur. Alors, on l'a vu tout à l'heure, on vous a fait un petit schéma, qui récapitule. C'est donc ce contrat qui se caractérise par l'alternance de périodes travaillées, non travaillées. Vous avez un maximum de 36 semaines, vous pouvez aller en deçà. On a souvent des contrats, on est à 34 ou 35 semaines. Notamment, c'est pas un club qui va commencer par exemple à partir du 15 septembre et s'arrêter au 15 juin. Mais vous avez quand même la possibilité d'effectuer jusqu'à 42 semaines. Et là, on ne va pas parler en heures supplémentaires, on va simplement parler en semaines supplémentaires. La convention collective n'utilise pas ce terme, mais c'est un peu le principe. Et donc, quand vous nous dites: «Est-ce qu'on a le droit de faire travailler, une personne on est déjà sur les 36 semaines, est-ce qu'on peut l'embaucher?» Par exemple, on a décidé de mettre en place un cours, un stage de découverte sur les 1res, semaines de juillet. On est au-delà des 36 semaines. Oui, vous avez le droit. Oui, c'est même pas obligé que ça soit écrit dans le contrat. Si le salarié, est d'accord, il n'y a pas de difficulté. Simplement, là, vous de on sera sur la 37e, la 38e, semaine ou plus et il y aura donc une majoration des cours. Une majoration horaire, du salaire, correspondant à une heure, de cours. Cette majoration, elle est de 4 de la 37e à la 40e semaine. Au-delà, de la 41e à la 42e semaine, elle est sur on a une majoration horaire de 8 et ça se paye sur le mois en cours ou le mois d'après, si c'est trop tard. Normalement, il y a un délai de prévenance à observer en cas de changement des horaires, mais bon, de 10 jours, la plupart du temps, tout le monde se met d'accord, soit très en amont, enfin on n'a pas de sujet là-dessus. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas aller au-delà de 42 semaines? Bah, tout simplement parce que là, sinon, on ne serait plus dans cette alternance qui est le fondement du contrat de travail intermittent. On serait plus dans une alternance de périodes travaillées et non travaillées. On serait quasiment sur une période, d'activité sur toute l'année. L'année qui compte donc 52 semaines et si on enlève les 5 semaines de congés payés, qui sont normalement l'apanage du contrat, classique, hein, et pas du CDI intermittent, on le verra plus tard. Là, en fait, on glisserait sur quasiment une activité continue. On n'a plus cette alternance de périodes ou d'activité, de périodes sans activité et on ne respecte plus le calendrier scolaire. Voilà la raison pour laquelle c'est limité de toute façon à 42 semaines. En pratique, on a très peu ce genre de demande. La plupart du temps, les clubs nous demandent juste parce qu'ils veulent rajouter 1 ou 2 semaines. Donc on se situe dans la tranche des 37 à 40 semaines. Le CDI, doit comporter des mentions obligatoires qui sont prévues dans la convention collective. Là, je vais pas détailler, on en a déjà parlé avant et de toute façon, si vous suivez notre modèle, toutes les mentions obligatoires sont incluses dans le CDI et bien sûr, le service juridique, il peut vous aider à relire le contrat une fois qu'il est complété, si vous avez la moindre interrogation. On vous invite juste à essayer de pas la faire pas le faire la veille pour le lendemain, au 30 août en vous disant que votre animateur arrive le 1er septembre au matin. Voilà, essayez d'anticiper un petit peu si vous pouvez, mais vraiment si vous avez le moindre doute, on peut bien sûr relire, les contrats.
Alors, petit focus, sur la période d'essai, qui est un moment important qui permet de justement d'apprécier, si la personne, remplit bien, les conditions, si elle a les compétences surtout pour animer. Pour les animateurs et les animatrices, elle est de 2 mois maximum. Là aussi, c'est vraiment écrit dans le contrat, donc il y a juste à suivre, le mode d'emploi. C'est renouvelable une fois, à la condition de motiver le renouvellement, d'expliquer pourquoi. Bon, en général, c'est pas un sujet qu'on a, mais ça peut être de tout simplement dire, «La période écoulée ne nous a pas permis d'apprécier pleinement, vos compétences et nous souhaitons renouveler». Il faut juste le faire dans les temps, et de voilà, c'est pas renouveler une fois que la période est expirée. Sinon le contrat devient définitif et il faut que ce soit mentionné dans le contrat, donc on vous conseille vraiment de laisser cette clause. Ça peut être intéressant aussi si par exemple, voilà, vous avez, un un doute sur la personne que vous embauchez, si, vous constatez aussi que le cours, voilà, ne fonctionne enfin ne que, bah, par exemple, la personne n'est pas forcément adaptée pour ce type de cours. C'est vraiment un temps qui est important, pour que vous puissiez apprécier si la personne fait l'affaire et on peut vous encourager en tant qu'employeur à avoir, des échanges, à plusieurs reprises avec les animateurs nouvellement embauchés, à assister bien sûr à leurs cours pour voir tout simplement si ça se passe bien. Parce qu'une fois que la période d'essai est terminée, le contrat devient définitif et là, il ne peut se rompre que selon les règles habituelles, c'est-à-dire, licenciement, rupture conventionnelle du côté de l'employeur. Voilà, je vous parlais du modèle, on a mis un petit aperçu et encore une fois, au moindre doute, le service juridique est là pour, vous accompagner. Est-ce que vous avez des questions avant d'aborder le CDD? Pas de questions? Vous êtes tous, Toujours pas, des ça doit être très clair. spécialistes? Bon, bah, c'est parfait. Voilà, alors on va forcément un peu vite parce que c'est un format webinaire, hein, c'est voilà, c'est 1h30, on est un peu serré par le temps. L'idée, c'est vraiment de vous rappeler, les grands principes pour les personnes qui ne les connaîtraient pas ou qui auraient besoin d'un petit rappel et c'est de vous expliquer cette logique. Alors, le CDD, c'est plus rare. Le CDD, c'est, encadré par le code du travail avant tout, parce que finalement, le CDI, c'est la forme normale et générale de la relation de travail, y compris le CDI intermittent, qui est une forme particulière de CDI. Le CDD, c'est vraiment pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. En fait, je ne fais que citer le code du travail et c'est seulement dans les cas énumérés par la loi. On ne peut pas faire un CDD, par exemple, juste pour tester une personne et notamment pas un CDD d'1 an ou de 2 ans. Voilà. En se disant, bah, on va voir, par exemple, si cet animateur est aussi compétent qu'il le prétend. Non, on peut pas faire un CDD dans ces cas-là. Et le grand principe, encore plus valable que pour le CDI intermittent, c'est que l'écrit est obligatoire. Il est obligatoire parce que ça, c'est le code du travail qui le dit. La convention collective le reprend, mais elle ne fait que décliner ce que dit le code du travail. C'est obligatoire parce que comme on fixe une durée maximale, on fixe un terme au contrat, il faut bien que ce soit écrit, il faut bien que ce soit contractualisé. Si c'est pas contractuel, on ne peut pas savoir ce qui a été convenu. Le contrat de travail, il ne fait que refléter, qu'il soit un CDI ou un CDD, il ne fait que refléter ce qui a été convenu entre la partie qui est le salarié et la partie qui est l'employeur. Sur quoi on se met d'accord. Voilà, quelle va être l'activité, pour laquelle l'employeur sollicite, la personne salariée et la personne salariée à quoi elle s'engage et qu'est-ce qu'elle est en droit d'attendre? Puisqu'elle est en droit d'attendre qu'on lui fournisse l'activité et le travail convenu. Donc c'est tout simplement ce sur quoi on se met d'accord et si il n'y a pas d'écrit, il est impossible de savoir, par exemple, quel est le terme prévu, du CDD. Les cas principaux de recours, on n'a pas tout cité, parce qu'on n'a pas cité par exemple le contrat de vendange, hein, ça n'a pas sa place ici. Donc c'est l'accroissement temporaire d'activité ou une activité, on va dire, un petit peu, inhabituelle, particulière. Ça peut être par exemple, voilà, vous avez, vos cours de pilates, et de randonnée et puis exceptionnellement pendant les vacances, vous voulez mettre en place, un stage découverte, un stage découverte par exemple de Zumba pour reprendre un exemple un peu plus, atypique. Eh bien, vous n'avez pas enfin vos animateurs et animatrices habituels ne sont pas disponibles, ils n'ont pas forcément la formation donc
Vous allez embaucher temporairement pour ce stage, par exemple, sur 2 jours, au cours des vacances, une animatrice formée Zumba avec la licence Zumba également et vous allez donc là conclure un CDD pour surcroît temporaire d'activité. Voilà, parce que là, en l'occurrence, on n'est pas sur un emploi lié à l'activité normale et habituelle de l'entreprise, c'est du ponctuel. C'est vraiment pour une activité que d'habitude, vous ne proposez pas à vos adhérents. Voilà, mais par contre, si vous décidez d'ouvrir un nouveau cours, normalement, c'est pas un CDD. Voilà. Je sais que c'est très souvent le cas dans les clubs, mais normalement, ça doit bien être du CDI. Vous pouvez aussi, utiliser le CDD, c'est le principal objet de recours qu'on a dans le réseau EPJV, pour le remplacement d'un salarié absent. Voilà. Ça, c'est un cas de recours qui est complètement licite et qui est même conseillé. Vous n'allez pas embaucher en CDI si vous avez une personne qui est en arrêt de travail. Voilà, parce que par définition, elle peut revenir. Donc, vous avez, la possibilité d'utiliser un CDD avec cette nuance que si c'est pour de très courtes durées, ça sera plutôt du temps partiel sur 1 ou 2 semaines et si c'est sur, 1 ou plusieurs périodes où il y a une alternance de travail et de d'absence de travail, là, on sera sur du CDD intermittent. Donc quand vous nous écrivez, ne nous dites pas simplement: «On voudrait un CDD», précisez-nous pourquoi, pour qu'on vous envoie le bon modèle, surcroît temporaire d'activité, remplacement d'un salarié et précisez-nous un peu les périodes prévisibles. Si par exemple c'est pour remplacer une personne qui part en congé maternité, donc sur plusieurs mois, a priori ça sera bien du CDD, intermittent. Vous avez aussi 2 possibilités au sein de ce CDD, c'est important de les préciser. Vous pouvez avoir une absence qui est totalement prévisible dans sa durée. Un salarié par exemple qui vous dit, «Bah, moi je sais que je vais être opéré et je vais être absent pendant 1 mois». Le chirurgien m'a dit que ce serait 1 mois de récupération. Éventuellement renouvelable 1 fois, par exemple, en termes d'arrêt de travail. Bon, là, vous savez qu'a priori, c'est une absence d'1 mois, éventuellement de 2. Vous pouvez donc conclure un CDD avec un terme précis, en disant, bah, c'est par exemple du 1er au 30 mars, en remplacement de l'absence de monsieur Durand. Voilà, pour absent pour arrêt de travail. Mais vous pouvez avoir aussi le cas d'une personne qui tombe subitement malade. Ça peut être un accident du travail, un accident de la vie. Ça peut être, voilà, le diagnostic, d'une longue maladie, bah, des cas de figure pas spécialement réjouissants et vous avez donc une absence de visibilité sur la durée. Mais vous souhaitez évidemment maintenir votre activité. Vous proposez vos cours à l'égard de vos adhérents. Vous avez la possibilité d'avoir recours à un CDD dit à terme incertain, sans terme précis. Vous allez mettre simplement dans le CDD, toujours en suivant le modèle qu'on a là-dessus, pour ce cas précis, que c'est en remplacement de l'absence de monsieur Durand, absent à partir de telle date. Et c'est bien spécifié que c'est le contrat est conclu pour un terme imprécis, c'est-à-dire pendant toute la durée de l'absence de monsieur Durand. Ça vous évite de reconclure un CDD à chaque nouvel arrêt de travail, à chaque arrêt qui est renouvelé. Voilà. Donc ça, c'est un modèle, c'est un cas de recours qui est tout à fait, licite, qui est tout à fait valable. Là aussi, on vous invite à nous expliquer la situation pour qu'on puisse vous envoyer le modèle le plus adapté. Ça peut être plus rarement dans l'attente d'un salarié recruté en CDI. Ça peut être le cas si, par exemple, vous savez que vous allez embaucher un animateur à la rentrée. Encore une fois, alors normalement un salarié identifié, déjà, nommément identifié. C'est pas dans l'attente de vous dire, «À la rentrée, je vais recruter quelqu'un en CDI». Non, c'est parce que vous avez recruté monsieur Durand, mais que monsieur Durand n'est pas disponible avant la rentrée et que vous, par exemple, vous avez eu une démission en cours de saison et que vous embauchez en attendant, monsieur Durand, un salarié pour, voilà, pour faire l'intermédiaire entre, jusqu'à la fin de saison. Les contrats saisonniers, ça ne concerne pas nos clubs, je vous les cite juste pour info et le CDD d'usage, il concerne uniquement le sport professionnel. Donc voilà, vous, à chaque fois, ça sera toujours les 2 premiers cas de figure, accroissement temporaire d'activité, remplacement d'un salarié absent et beaucoup plus rarement, salarié recruté en CDI, dans l'attente d'un salarié recruté en CDI. Normalement, vous n'avez pas d'autres cas de figure et encore une fois, en cas de doute, on est là pour vous aider à choisir le contrat le plus adapté à votre, problématique d'emploi et à votre projet associatif.
Voilà, on l'a précisé, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc pour rappel, contrat forcément écrit avec certaines mentions obligatoires, notamment l'objet du recours. On ne peut pas juste dire on embauche quelqu'un en CDD. On doit dire c'est pour l'absence de monsieur untel, c'est pour un surcroît temporaire d'activité, pardon. Par exemple, voilà, organisation d'un stage découverte, randonnée pendant une semaine. Bon, voilà, il faut toujours le détailler un minimum et en cas de doute, nous demander comment rédiger. Après, bon, on a très peu de contentieux, hein, enfin, on a très peu de litiges, on va dire, sur des CDD qui seraient un petit peu, ouais, qui comporteraient quelques défaillances, de rédaction. Mais en tous les cas, on vous conseille d'être quand même, aussi rigoureux que possible. Et là, encore une fois, il suffit simplement de demander le bon modèle et ça, c'est notre travail aussi de le voir avec vous. Donc le terme, il doit indiquer bien sûr le terme précis du CDD puisque ça a durée déterminée, on l'a vu, ou la fin de l'absence. La durée maximale, c'est 18 mois, renouvellement inclus. C'est renouvelable 2 fois. Alors ça ne s'applique pas au contrat de remplacement, là, c'est un peu spécifique, mais ça, c'est des sujets qu'on a peu parce que c'est vraiment les règles de droit commun qui sont applicables et normalement, il y a un délai de carence entre, 2 CDD sur un même poste. C'est-à-dire que si vous faites du temporaire et que vous voulez renouveler à chaque fois, ce temporaire, bah, finalement, ça devient du permanent ou du semi-permanent. Donc normalement, il doit y avoir un délai pour entre 2 CDD, pour en conclure un 2e. Voilà. La plupart du temps, nous, notre sujet, c'est surtout de nous assurer que vous avez bien, vous allez nous demander le contrat adapté à votre situation précise. Les sujets de délai maximum, on en rencontre très peu. Un point important, la rupture du CDD. Normalement, le CDD il s'arrête à la fin du terme, mais on a des cas où, et là aussi ils sont encadrés par la loi, où il peut s'arrêter avant le terme. Ça peut être tout simplement d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. Le salarié, par exemple, qui trouve, voilà, qui trouve, un autre employeur, notamment un autre CDD, par exemple, ou qui souhaite arrêter parce que ça se passe pas bien, il peut très bien le demander à l'employeur et l'employeur peut, accepter. On a donc un modèle d'avenant qui met fin de manière anticipée au contrat de travail. Ça peut être une faute grave commise par le salarié. Voilà, là évidemment, si le salarié ne peut pas être maintenu dans son poste, l'employeur a le droit de rompre le contrat. Ça peut être de la force majeure, mais en pratique, c'est très rare et très délicat. La force majeure, c'est pas nécessairement ce qu'on imagine. La force majeure, c'est ce qui est imprévisible et irrésistible. Voilà, et ça, c'est des cas vraiment, spécifiques. Il y a eu beaucoup de débats, par exemple, savoir si l'épidémie de Covid à l'époque, c'était un cas de force majeure. Donc là aussi, on vous conseille, en cas de souhait de rompre le contrat, de bien sûr nous en parler avant. Parce qu'il y a des conséquences quand on rompt le contrat dans un cas qui n'est pas prévu par la loi. Ça peut être une embauche en CDI du salarié, donc par exemple, typiquement, si vous embauchez le salarié en CDI, avec son accord bien sûr, bah, le CDD évidemment, prend fin. Ça peut être aussi parce que le salarié a trouvé un CDI ailleurs et qu'effectivement, là, il n'a pas besoin de votre accord, il va simplement, voilà, il est légitime à vous dire qu'il rompt le contrat. Le 1er cas de figure, c'était plutôt dans le cas où le salarié veut arrêter notamment parce qu'il a sur un cas qu'on rencontre assez souvent, il a trouvé une autre activité ailleurs, mais qui est pas nécessairement, en CDI. Et ça peut être l'inaptitude du salarié, l'inaptitude médicalement constatée par la médecine du travail. Voilà, typiquement sur un CDD, bah, de 6 mois, un salarié peut parfaitement, avoir un accident de travail et devenir inapte au poste. Donc dans ce cas, c'est le régime de l'inaptitude qui s'applique et le contrat est rompu. Après une procédure bien sûr, hein, on ne peut pas, le signifier, comme ça. Au terme du CDD, s'il va jusqu'au terme qui est prévu, il y a le versement d'une indemnité de fin de contrat qui est égale à 10 du salaire brut, de la rémunération brute. Voilà. Normalement, on doit aussi verser l'indemnité de congé payé, mais comme elle est incluse dans la rémunération, on le verra plus tard, au titre du contrat intermittent, dans les faits, c'est pas nécessaire. Elle est versée en fait chaque mois, mais vous devez également 10 des congés, au titre des congés payés puisque par définition, en CDD, c'est beaucoup plus compliqué de prendre, de prendre des congés. Ça, c'est le droit, classique. Alors, attention sur la rupture, si vous rompez le contrat en dehors de ces cas prévus, vous pouvez le faire, mais dans ce cas, vous serez redevable envers le salarié d'une indemnité qui correspond au montant des salaires qui resteraient à payer.
Voilà. Donc c'est pour ça que le CDD pour, par exemple, se dire, je vais tester un cours, voir, sur 1 an si mon cours fonctionne, c'est une fausse bonne idée pour 2 raisons. La première, c'est que ça répond pas vraiment au cas de figure qu'on a vu avant, des cadres courts, on n'est plus sur du temporaire, hein. On n'est plus sur une activité temporaire, ponctuelle ou exceptionnelle, on est bien sur une activité normale de l'entreprise, de l'employeur, pardon, du club, sur la saison, d'organiser sur toute la saison une activité. Donc, pour nous, c'est pas défendable, en cas de litige, devant un conseil de prud'homme, de dire: «Mais ça reste du temporaire, c'est sur 1 an». Non, on sait il y a une durée trop importante pour que ça soit temporaire. Donc déjà, sur le motif de recours, on n'est pas dans les clous. Mais en plus, sur la rupture, effectivement, bah, si par exemple vous avez conclu quand même votre CDD d'1 an et puis au fait, au bout de 3 mois, vous vous rendez compte que le salarié, il fait pas l'affaire. Eh bien, vous pouvez pas rompre le contrat. D'abord parce que la période d'essai, de toute façon, même sur 2 mois, elle serait dépassée, mais la période d'essai est même plus courte dans un CDD et surtout, vous ne seriez pas dans un des cas qu'on vient d'énumérer. Donc, si vous rompez le contrat parce que finalement vous vous apercevez que vous avez fait un mauvais casting en termes d'embauche, pardon, eh bien, dans ce cas, soit vous continuez jusqu'à la fin du contrat, soit vous payez le salarié sur les 9 mois qui restent. Pardon. Donc c'est un peu la fausse bonne idée d'aller sur du CDD pour tester un cours pour ces 2 raisons. Déjà parce que vous êtes hors des clous et parce qu'en fait, ça peut vous coûter assez cher si vous vous retrouvez avec, ou un cours qui fonctionne pas aussi, ou avec un salarié avec qui ça fait pas l'affaire. Voilà. Mais est-ce qu'on a souvent des employeurs qui se disent: «Oui, mais c'est plus au moins le CDD, je m'engage pas trop. Si ça se passe pas bien, je peux arrêter plus facilement que pour un CDI». Ben, vraiment, c'est une idée reçue. Le CDI, vous pouvez arrêter. Voilà, il y a forcément des conséquences aussi, mais contrairement à ce qu'on pense, c'est beaucoup plus souple. D'abord parce qu'on peut conclure, on peut proposer une rupture conventionnelle. Voilà, comme il y aura une faible ancienneté, de toute façon, le montant ne sera pas énorme. C'est vrai que le salarié doit accepter, bien sûr, c'est le principe de la rupture, mais généralement, bon, on se rend un peu compte quand ça ne fonctionne pas, donc la plupart du temps, c'est possible d'en discuter. Sinon, ça peut aussi être un licenciement avec évidemment un motif et une indemnité, mais elle sera relativement faible puisque, l'ancienneté sera courte. Mais voilà, en tous les cas, nous on déconseille, hein, ce recours au CDD pour, ce type de cas de figure. Mais c'est une demande qu'on a vraiment de manière récurrente, y compris en début de saison. Voilà, là aussi, donc petit rappel, les modèles sont à votre disposition. On ne le dira jamais assez. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe au sujet de la mise à disposition? Tout est clair pour vous? Eh bien, toujours pas. D'accord. C'est de la timidité ou on ne fait que rappeler des sujets que vous maîtrisez déjà? Si Ouais. c'est le cas, c'est super, hein, de toute façon. Hem, alors, la mise à disposition, on va y passer dessus assez rapidement. J'avais pris un petit cas pratique pour le cas où on ait, on ait la possibilité de oh, bon, on va le faire après tout. Allez, donc pour promouvoir l'activité EPGV sur le territoire du Jura, vous décidez de solliciter votre voisin, le CODEP de la Côte d'Or, pour vous venir en aide. Voilà, vous avez par exemple un déficit, peut-être d'animateurs, heu, vous n'avez pas de candidats. Comment pouvez-vous, demander de l'aide au CODEP voisin? Alors peut-être Cédric, si tu peux ouvrir les micros, si des personnes veulent participer. On a déjà un peu donné un indice, hein, juste avant, donc normalement vous Ouais, savez quoi faire, mais ça va. vous pouvez voilà, l'idée c'est que vous nous expliquiez ce que vous connaissez en fait de ce mécanisme, Ouais. avant qu'on aille, sur une explication rapide. Mmh, Il y a pas de mauvaise réponse, hein, on est là pour, on est là pour apprendre. je sais pas si je peux ouvrir les micros de tout le monde. Les éteindre, oui, mais pas les allumer, je crois. Ah oui, je pensais, c'est peut-être pour ça qu'il y a pas de Mmh. de participation. Sinon vous pouvez éventuellement l'écrire dans le chat. De toute façon le cas pratique sert de base de réflexion parce que c'est généralement de là que ça part.
Allez, faites pas les timides. Juste pour répondre à la GV de Saint-Rémy, oui, les contrats les modèles de contrats seront envoyés, à l'exception des CDD, parce qu'il y a trop de cas de figure possibles. Donc, mais on enverra, il y aura un mail qui partira demain via Cédric ou Emmanuel pour vous envoyer les différents supports. Alors, peut-être Cédric, si tu veux nous expliquer. Alors, Tu es il le y a seul à Viviane avoir. il y a Viviane qui a commencé. Ah oui, elle peut pas répondre, elle a mis tout D'accord. à l'heure. Ah, Elle met désolée. tout dépend de la durée et les besoins. Alors oui, c'est vrai, entre autres. Mais imaginons voilà, que le CODEP n'a pas de. Le CODEP qui peut être employeur d'animateurs, n'a pas d'animateur sur le territoire. Et du coup, comment peut-il faire pour trouver quand même des animateurs? Ou comment peut-il faire pour aider des clubs qui, par exemple, n'ont pas de candidats, n'arrivent pas à trouver des animateurs? Il signe une Ah, convention avec le club d'à côté. ouais, d'accord. Une convention qui parle de quoi? Ben, le club d'à côté s'engage à mettre à disposition un salarié disponible qui a du temps de libre au club qui en a besoin. Voilà. Mais le salarié initialement, donc du coup, le salarié, il est salarié de qui? Je connais la réponse, hein. C'est pour qu'après ça serve de base à des explications. Du club d'origine. Voilà, exactement. Alors, c'était juste voilà, pour vous faire réfléchir quelques minutes sur des sujets que finalement, à mon avis, vous aviez déjà tous plus ou moins la réponse. C'est des mécanismes que vous connaissez. Donc, c'est ce qu'on appelle la mise à disposition. En fait, ça consiste à faire, on a un employeur initial, par exemple un club, et un employeur dit utilisateur. Et le club initial va mettre la personne salariée à disposition de manière temporaire du club qui en a besoin. Ça évite au club utilisateur de faire lui-même l'embauche. Alors c'est souvent, l'idée c'est effectivement que ça soit plutôt du temporaire parce que sinon autant qu'il embauche lui-même directement en CDI. On ne peut pas mettre à disposition en CDI, ça n'a pas de sens, hein. Mais on met le salarié à la disposition temporairement de la structure qui en a besoin. Ça peut très bien être un comité départemental qui embauche des animateurs, des animatrices et qui ensuite les met à disposition des clubs. Qu'est-ce C'est qu'on le appelle fonctionnement de temporaire? certains codes. C'est limité dans le temps. Oui, mais est-ce que ça peut être une année? Oui, 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 tout à fait. Ça, en Oui. général, c'est d'ailleurs sur la saison sportive. Parce que l'idée, c'est quand même que l'employeur utilisateur, l'association utilisatrice, elle est l'activité. Mais donc, l'association utilisatrice, l'année d'après, elle n'est plus les créneaux de la mairie. Parce qu'elle ne s'entend plus avec le maire. Voilà. Eh bien, dans ce cas, le salarié qui est mis à disposition par le club initial ou le CODEP, il faut bien qu'il conserve en fait son emploi. Il faut bien qu'il conserve un employeur. Donc, il est réintégré dans l'association initiale, mais parce que l'association utilisatrice n'a plus la possibilité de mettre en œuvre son activité. Après, il y a d'autres conséquences, hein. C'est-à-dire que si l'employeur initial, il ne peut plus du tout faire travailler le salarié, là, il y a une rupture qui peut être envisagée. Mais l'idée, c'est que le salarié reste toujours salarié de la structure initiale et il est simplement détaché. C'est pas tout à fait le terme exact, mais c'est pas le terme juridique, mais c'est l'image en fait. On l'envoie temporairement dans des clubs qui en ont besoin, mais qui ont ce besoin parce qu'ils ont l'activité qui permet l'emploi. Donc effectivement, un emploi, par exemple, un club qui dirait bah non, on veut un salarié mis à disposition sur 5 saisons, ça n'aurait pas de sens. Parce qu'on ne sait pas de ce qui se passera dans 5 saisons. Voilà, donc en général, c'est limité à la saison. Ça peut même être du ponctuel, ça peut justement être pour des stages. Typiquement, c'est souvent utilisé pour ça. Un club qui n'a pas qui a pas de salariés déjà disponibles ou qui ait des compétences pour faire un stage un peu sur une activité qui est un peu atypique, il peut recourir à du CDD s'il connaît un animateur, mais il peut aussi demander au club voisin si par hasard il n'aurait pas un animateur qui pourrait venir travailler pour 2 heures pendant les vacances de février. Voilà, et plutôt que de faire un court CDD,
encore une fois, ce qui serait tout à fait possible, le salarié va être détaché. Par contre, ça nécessite évidemment qu'il soit d'accord. Donc, il y a toujours un avenant qui est signé entre le salarié et l'employeur initial. Et en parallèle, il y a une convention de mise à disposition qui est conclue entre l'association prêteuse, l'employeur initial, et l'association utilisatrice. Et le salarié, il reste salarié du club initial, du club prêteur. Et le salaire est refacturé, c'est-à-dire que le club utilisateur, il va payer à l'employeur initial le salaire dans toutes ses composantes, c'est-à-dire y compris les cotisations patronales. Et c'est le club employeur initial qui établit la fiche de paye, qui est redevable aussi. Bah, si par exemple on a un club utilisateur qui décide de plus payer, eh bien c'est le club initial qui doit en assurer la responsabilité. Voilà. Mmh. Là aussi, c'est un mécanisme qui est assez simple en fait, en dépit peut-être d'une certaine complexité. Et on a des modèles là-dessus. Voilà, il suffit de bien respecter, encore une fois, les règles et notamment que ça soit des écrits. On ne peut pas mettre à disposition comme ça un salarié sans son accord ou de manière floue. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a Mmh. des questions là-dessus? Parfait, on va avancer. Voilà, donc ça, en général, on passe assez rapidement là-dessus dans les webinaires parce que tout simplement, c'est pas forcément ce qui est le plus utilisé ou si ça l'est, c'est déjà très cadré. Généralement, c'est les comités départementaux, hein, qui mettent à disposition. Voilà, ça existe aussi entre clubs, mais c'est plus ponctuel. Dans les comités départementaux, ils savent gérer. Alors là, on va faire un petit point assez rapide sur le statut d'auto-entrepreneur parce qu'on sait que ça répond à beaucoup de demandes et d'interrogations. Alors en préambule, on est très conscient, hein, au niveau du service juridique et de la fédération en règle générale qu'il y a des difficultés sur certains territoires de recrutement et notamment de recrutement sous le régime, le statut de salarié. Voilà. Pour autant, nous, la réponse qu'on vous fera, et parfois c'est mal compris, c'est de vous dire: «Attention, le statut d'auto-entrepreneur, nous, on déconseille». Au service juridique, on ne fait que conseiller ou déconseiller. On ne fait que vous dire le risque d'une situation. On ne prend pas de décision à votre place. On entend souvent la Fédé, elle interdit d'employer les animateurs en auto-entrepreneur et en plus, c'est les animateurs eux-mêmes qui veulent être auto-entrepreneurs. Mmh. Voilà, la réalité, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'on vous dit: «Attention, il y a un vrai risque juridique que la relation, elle soit requalifiée par l'URSSAF en Mmh. relation de travail, qui aurait dû prendre la forme d'un CDI». Voilà, et avec les cotisations qui vont avec les obligations qui vont avec et notamment en termes d'accident de travail. Pour autant, si vous voulez embaucher sous le statut d'auto-entrepreneur ou si vous n'avez pas le choix parce que, bah, tout simplement, il n'y a pas de candidat, disponible autrement que sous ce statut, voilà, on va pas, enfin, nous, on n'a aucun pouvoir, aucune légitimité à l'interdire à des clubs. Simplement, on vous dira: «Attention, voilà le risque et voilà les précautions, aussi à prendre». Alors, très rapidement, normalement, quand on est aux entrepreneurs, on a une véritable indépendance dans l'exercice de l'activité. Ça peut être une activité ponctuelle. Typiquement, il y a des gens qui se mettent auto-entrepreneurs pour venir faire du jardinage, des petits travaux chez des particuliers, un peu aux horaires, voilà, qui les arrangent et avoir un numéro SIRET qui leur permet d'établir des factures. Par contre, quand on a effectivement une absence d'indépendance dans l'organisation de l'activité, on glisse très vite vers une relation qui devrait être une relation de travail cadrée par une convention collective. On en revient à ça. Parce que le statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut qui est en dehors du cadre du droit du travail, justement. Il n'est pas protecteur, il ne génère pas les mêmes cotisations. Il y a des cotisations quand on est auto-entrepreneur qui sont à la charge de l'auto-entrepreneur, mais il n'y a pas, par exemple, la protection attachée au contrat de travail, notamment en termes de rupture, mais aussi en termes de suivi de la santé au travail, de médecine du travail, de complémentaire santé, de prévoyance, d'arrêt de travail, d'indemnisation. Il n'y a pas la même indemnisation quand on est arrêté, si on est auto-entrepreneur que si on est salarié. Donc ça a aussi des conséquences évidemment pour le club. On n'est pas protégé en cas d'accident de travail, c'est pas reconnu comme un accident de travail et la plupart du temps, les litiges viennent de là. Parce qu'il y a un auto-entrepreneur qui va se blesser, qui va considérer qu'en fait, il aurait dû être salarié, même si c'est lui qui a demandé. Donc voilà, c'est un statut qui est complètement hors cadre. Donc il peut être mis en cause assez facilement, soit par l'animateur ou l'animatrice,
notamment, comme je viens de l'évoquer, à un moment quand il y a un accident de travail qui fait que la personne se rend compte qu'en fait, elle n'est pas du tout protégée socialement, qu'elle n'a pas de maintien de salaire, qu'elle n'a pas de prise en charge de ses soins. Voilà. Ça peut être mis en cause par l'URSSAF au cours d'un contrôle et notamment si l'URSSAF, constate que vous avez, des salariés qui cohabitent, pour le même type de poste, donc poste d'animateur ou d'animatrice, hein, qui cohabitent, voilà, dans la même association, voire même un salarié qui devient auto-entrepreneur, donc ça l'URSSAF va très facilement le voir. Et les conséquences, ça va être des rappels de cotisations, ça va être des rappels de salaire éventuellement et ça peut même être en cas de contentieux prud'homal, qui lui est initié, uniquement par l'animateur ou l'animatrice, ça peut être qualifié donc en relation de travail, avec rappel de salaire là aussi et requalification de la rupture qui devient un licenciement. C'est pour ça qu'on vous dit attention, grosse méfiance, grosse prudence sur le recours à l'auto-entrepreneuriat. À minima, on vous conseille, même si c'est pas obligé, en dessous de 5 000 € de demander une attestation de vigilance, comme quoi la personne, qui est auto-entrepreneur est bien à jour de cotisation. C'est déjà un premier pas. Voilà, on vous invite vraiment à la prudence et à rappeler aux personnes en fait que, à moyen terme et à long terme, il y a aussi des conséquences, notamment en matière de retraite, en matière de tous les droits sociaux, en matière d'assurance chômage et que c'est pas un statut si réjouissant qu'il en a l'air. Alors pour autant, on comprend très bien, hein, pour les clubs aussi, c'est génial. Ils se disent: «J'ai pas à m'embêter avec toutes les déclarations qu'on vient d'évoquer, avec des contrats avec le CEA, il suffit que je paye une facture tous les mois». Oui, en apparence, voilà, c'est simple, mais en pratique, ça peut moins l'être. On fait un petit cas pratique, régulièrement pour montrer un petit peu les conséquences, donc très rapidement parce que l'heure avance. Après il faut qu'on passe à la rémunération. On a, effectivement le sujet, il peut aussi être pratique. Ça, c'est inspiré de cas réels, hein, qu'on a souvent en début de saison. En fait, c'est le sujet des auto-entrepreneurs, des auto-entrepreneuses qui, au bout de 2 ou 3 saisons, voire même plus rapidement, au bout d'une saison, vont finalement essayer de, prendre pour eux Mmh. les adhérents du cours. Voilà et vous l'aurez pas forcément vu venir, notamment si la personne est extrêmement sympathique, très appréciée. C'est souvent le cas, par exemple, pour les activités en extérieur. Typiquement la marche nordique, la randonnée. Ça peut même être le cas si elle se débrouille pour trouver une salle. Alors normalement, c'est pas une salle de mairie parce que la mairie, elle met à disposition, quand même l'argent, collectif, c'est l'argent public, donc elle met à disposition de la collectivité. Donc elle met des salles à disposition des clubs, des associations. Elle va pas mettre à disposition d'un particulier qui exerce en tant qu'auto-entrepreneur. Mais Mmh mh, mmh, mmh, mmh. Il suffit que la personne, elle trouve, la possibilité d'avoir une salle pour une somme assez modique, voire même une salle qui est pas conforme, hein, un lieu de pratique, pour dire, en fait, à vos adhérents, que finalement, ils n'ont pas à s'embêter ni avec la licence, fédérale, ni avec, une cotisation qu'elle va décrire comme étant, évidemment trop élevée. Il vaut mieux qu'ils lui payent, le cours, y compris à la séance s'ils viennent ou s'ils ne viennent pas, directement et c'est comme ça qu'en fait, elle va détourner les adhérents de votre Mmh. association. C'est heureusement des cas qui sont assez rares, mais qui arrivent et on n'a pas vraiment de recours. On nous dit souvent: «Mais c'est de la concurrence déloyale». Non, non, elle a tout à fait le droit de dire, aux personnes: «Vous n'êtes pas obligé d'adhérer». L'adhésion, c'est libre. On n'est pas obligé d'adhérer à une association. Voilà. Donc il suffit que la personne, elle soit sympathique, que son cours soit bien fait et qu'elle ait les possibilités d'exercer pour que dans certains cas, elle puisse, ensuite, vous priver d'un certain nombre de vos adhérents et c'est notamment là, on a mis l'exemple du groupe WhatsApp, parce que c'est une pratique courante, hein, les Mmh. animateurs, les animatrices qui créent eux-mêmes un groupe WhatsApp ce qui pose certains sujets, et qui communique directement et donc elle peut donner les infos et donc c'est très facile de dire: voilà, l'année prochaine, je me lance, je fais moi-même mon propre cours», voilà. Parfois ça peut même être bon là on est un petit peu, comment dire? Habillé mais voilà, on a poussé un peu l'illustration mais voilà, elle va intituler un cours «GV, au yoga», voilà, laissant entendre que c'est quand même un cours GV, ça peut créer une confusion. Mmh mh. Donc nous, on vous conseille d'être vigilant aussi là-dessus. Par exemple, de faire en sorte que ce soit l'association qui maîtrise sa communication, que vous ayez des personnes salariées ou des personnes auto-entrepreneuses pour l'animation. De relancer, enfin, dès la fin de saison, de lancer des préadhésions, en tout cas de rappeler, de préparer la saison d'après et si jamais vous constatiez ce type de cas de figure,
de tout de suite nous en parler et de désamorcer par une communication en rappelant par exemple qu'il y aura voilà, que ces personnes n'auront pas la licence, enfin, elles ne seront plus dans le cadre d'une asso, parce que parfois il y a de la confusion. On peut penser que c'est quand même un peu l'association qui organise, parce que l'animatrice, c'était avant tout l'animatrice de l'association aux yeux des adhérents. Eux, ils se posent pas trop la question de savoir quel est son statut, est-ce qu'elle est salariée, est-ce qu'elle est auto-entrepreneuse. Ils disent: «On l'a connue par l'asso, donc c'est peut-être l'association qui organise à nouveau, ces cours-là». Voilà, donc il peut y avoir cette confusion et c'est le risque, on va dire, c'est le cas extrême des risques de l'auto-entrepreneuriat qui sont pas, pour le coup, purement juridiques. C'est plus, du factuel. C'est ce qui peut se passer quand on a, voilà, des personnes qui ont pas que des bonnes intentions. Encore une fois, l'idée, c'est pas de vous faire peur, la plupart du temps, ça se passe très bien, mais voilà, petite vigilance quand même à avoir, sur ce sujet. Alors, le temps est passé vite, mais la rémunération, c'est beaucoup plus court parce qu'on a déjà vu, en fait, beaucoup d'aspects de la rémunération à travers le contrat. Avant que je continue, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir? Des besoins de précision? Alors, on passe au deuxième volet. C'est souvent le cas, on est toujours un peu plus bavard sur la première partie. La rémunération. La rémunération, c'est un élément essentiel du contrat de travail et qui va souvent être d'ailleurs, quand c'est mal compris ou mal défini ou mal géré, un élément qui peut être source de tension. Donc plus vous aurez une rémunération qui sera bien comprise et bien définie, bien posée en début de contrat, mieux la relation peut se passer. Alors, de quoi on parle? On parle alors il y a salaire et rémunération. Le salaire, c'est la contrepartie du travail fourni. Ça comprend ce qu'on va appeler le salaire de base, on va voir ce que c'est ensuite. Ça peut être des avantages en nature, on n'a pas trop le cas, pour les animateurs. Ça peut être aussi des primes, donc salaire de base plus prime, notamment la prime d'ancienneté. Ça peut être des majorations, on l'a vu tout à l'heure, les majorations quand on est sur, plus de 36 semaines, travaillées. Voilà, c'est l'indemnité aussi de congés payés. Tout ça, c'est le salaire. Au-delà, la rémunération, c'est tout ce qui, concerne ce qui est versé, à l'occasion du travail. Ça peut être, par exemple, le sujet des frais kilométriques. Voilà. Alors tout ça, c'est évidemment encadré et il y a quelques règles de base à respecter qu'on rappelle très régulièrement, notamment en début de saison. Il faut respecter ce qu'on appelle le salaire minimum conventionnel, le SMC. Le SMC, il est fixé par la convention collective, parce qu'actuellement, en tous les cas, il est au-dessus du SMIC. Voilà. Si le SMIC devenait supérieur au SMC, c'est le SMIC national, au niveau national, qui devrait être respecté, c'est-à-dire au-delà d'une convention collective en particulier. Mais dans la convention collective du sport, normalement, le SMC, il est toujours un petit peu au-delà du SMIC horaire. Actuellement, il n'a pas changé, donc on a un montant qui est de 12,91 € brut de l'heure pour le groupe 3 qui est le groupe des animateurs. Les animateurs ne peuvent pas être embauchés, dans un autre groupe que le groupe 3 et donc le salaire actuel, c'est 12,91 € brut, mais rien ne vous empêche bien sûr d'aller au-delà et s'il y a une évolution, heu, nous on vous en informe toujours, hein. On vous dit s'il y a pas d'évolution, c'est qu'il y en a enfin, si on vous en informe pas plutôt, c'est qu'il y en a pas. Souvent en début de saison, on nous pose la question et nous on nous dit à chaque fois: «Non, non, si on vous l'a pas dit, si on par exemple, il n'y a pas de là au 1er janvier, il n'y a pas eu d'évolution et bien, c'est tout simplement que les partenaires sociaux dont on a parlé au début ne se sont pas réunis pour décider d'une augmentation. Si par exemple vous avez un salarié qui est à 20 € de l'heure brute, et que le SMC est renégocié là par exemple au mois de juin, et qui passe mettons à je sais pas à 13 € brut de l'heure, vous n'avez pas besoin Obligation. d'augmenter votre salarié, puisqu'il est déjà très largement au-dessus de 20 € et au-dessus du SMC, du nouveau SMC. Par contre, si votre salarié est à 12,95 et que le SMC passe à 13, là, vous serez obligé de revoir automatiquement le montant du salaire et vous n'aurez pas besoin de faire d'avenant, il suffit de l'appliquer dans le CEA ou dans votre logiciel de paye et d'en informer évidemment, votre cabinet comptable si vous passez par un cabinet comptable. Une autre grande composante du salaire, c'est l'indemnité de congé payé pour les CDII, les CDI intermittents. Comme par définition, on ne peut pas prendre de congés payés de manière effective puisqu'il y a des très larges périodes non travaillées qui dépassent largement les 5 semaines auxquelles a droit un salarié en CDI classique. On a une indemnité mensuelle de 10% du salaire brut. Et ce salaire brut, il inclut le salaire de base, mais aussi par exemple la prime d'ancienneté.
Voilà, on le calcule sur cette assiette globale. Toutes les composantes du salaire font ensuite l'objet d'une majoration de 10% qui est versée au titre d'une indemnité de congé payé. Et nous, on conseille très vivement de la faire apparaître de manière distincte sur le bulletin de paye. Souvent, les employeurs associatifs se disent bah, je fais un global, mais voilà, ce qui compte, c'est ce que je verse aux salariés à la fin. Donc, mettons, son salaire de base, c'est 100 € brut mensuels. Son indemnité de congé payé, c'est donc 10%, donc 10 €. Eh bien, il vaut mieux faire une ligne de 100 € brut de salaire mensuel, voilà, avec toutes ses composantes, plus une ligne avec 10% des indemnités de congés payés. Plutôt que de dire: «Je lui paye 110 € et je suis dans les clous». Mmh. C'est vrai, mais effectivement, on verra pas ensuite le salarié pourra dire, s'il était de mauvaise foi, il peut dire: «Mais en fait, moi, cette indemnité de 10%, je la vois pas. Elle est pas indiquée quelque part». Voilà. Donc c'est important de bien distinguer ça. Et enfin, il y a un autre principe dans les grandes règles à respecter, c'est le principe d'égalité salariale entre salariés au sein d'un même club. Du moment que vous respectez le salaire minimum conventionnel ou que vous avez un salaire supérieur, le principe, c'est ensuite de ne pas faire de distinction entre les salariés, sauf cas qui peut être objectivement, euh, enfin, sauf un cas qui peut vraiment être objectif, pardon, qui justifierait une différence de salaire. Je m'explique, si par exemple vous embauchez, à peu près à la même période, un animateur qui va faire, de la marche nordique et un animateur qui va faire du pilates et que vous estimez, pour une raison purement subjective, que par exemple le pilates c'est plus difficile que la marche nordique ou l'inverse, vous pouvez pas vous dire: «Bah, je majore voilà, un je le paye 20 € brut de l'heure et l'autre 30». Voilà. C'est pas objectif, c'est une appréciation, purement subjective. Heu, alors on pourrait me dire: «Oui, mais il y a l'ancienneté». Ben non, justement, l'ancienneté, elle est déjà prévue par la convention collective, il y a une prime d'ancienneté, donc c'est un cas à part où là, c'est effectivement un mécanisme spécifique qui fait qu'on valorise au bout d'un certain temps l'ancienneté des salariés à un même poste. Parfois, on entend aussi des employeurs, pardon, qui nous disent, «Oui, mais tel cours, il est beaucoup plus fréquenté que l'autre, donc ça prouve que l'animateur est plus efficace. L'animateur numéro 1, il est plus efficace, plus doué, plus compétent que l'animateur numéro 2». Voilà, pour par exemple un même type, même intitulé de cours, par exemple du pilates. Là non plus, c'est pas objectif, parce que ça peut être, par exemple, que le créneau horaire est mal choisi pour le deuxième. Ça peut être tout simplement que, voilà, il y a sans être, un créneau horaire mal choisi, il y a une fréquentation un peu plus importante le lundi au lieu du jeudi. Ça peut être aussi, voilà, une question de personnalité. Des animateurs, très charismatiques, puis d'autres qui sont tout aussi compétents, mais un peu plus effacés. Voilà. Donc c'est pas la fréquentation du cours n'est pas un indice en soi, un indicateur objectif, une raison objective suffisante pour, justifier une différence, de salaire. Et en plus, nous, ce qu'on préconise au service juridique, c'est de dire: «Attention à la qualité de la relation de travail», parce que parfois ça va être source d'incompréhension, voire de tension et un sentiment d'injustice. Donc quand vous avez, cette tentation de distinguer les salaires, attention, on vous invite à nous en parler avant. Voilà, parce que vraiment au-delà du droit, ça peut tout simplement faire que vous avez à terme une relation de travail qui se dégrade. Et ça, on veut l'éviter parce qu'une relation de travail qui se dégrade, bah, ça peut être de l'absentéisme, ça peut être effectivement du désintéressement, ça peut être, une personne qui va partir, qui va vous donner sa démission en cours de saison, et qui va pas trop s'embêter avec le préavis. Ça peut être une demande de rupture conventionnelle que vous saurez pas trop comment gérer. Voilà, donc on vous invite à vraiment, préserver une égalité. Après, il peut y avoir des sujets, une personne qui a 30 ans d'expérience, contrairement à une personne qui débute complètement, oui, ça peut s'entendre. Mais à la limite, là, on vous conseille d'avoir, vous, une grille en interne, en fait, de vous dire, bah, au-delà d'une personne qui arrive, qui est embauchée au-delà de 10, qui a déjà 10 ans d'expérience, on va mettre une petite majoration de 5%, par exemple, du salaire brut de base. Voilà. Mais que vous ayez quand même des règles qui soient un peu fixes et qui soient applicables à tout salarié dans la même situation. Pour résumer, pour le dire un peu vulgairement, ça peut pas être à la tête du client ou juste parce que, une telle est voilà, telle animatrice est hyper sympa et que tout le monde l'adore. Voilà. Encore une fois, c'est du cas, parfois vécu. En tout cas, c'est les remontées qu'on nous fait, quand on a ces sujets-là et généralement, ça vient on nous sollicite parce qu'on a un sujet de départ.
On a une demande de rupture conventionnelle, on a une démission imprévue, enfin disons sans préavis. Alors, Il y a on en a quelques déjà questions. parlé, oui. Ouais, excusez-moi. Alors sur le taux de la prime d'ancienneté, on y vient juste après. Je vais parler effectivement du taux horaire. Alors, le taux horaire du cours, on vient d'y répondre, hein. Le taux horaire, c'est libre. C'est du moment que vous respectez le principe de base qui est le minimum conventionnel, vous pouvez fixer au-delà. Ça dépend aussi, alors bien sûr, de vos possibilités financières, des possibilités de l'association. C'est super important. Si, vous êtes, une toute petite asso avec, et je le dis sans aucun mépris, hein, voilà, vous avez, 20 licenciés, 1 heure de cours par semaine et que vous créez le cours, attention à pas mettre tout de suite un taux horaire trop élevé si, vous n'êtes pas sûr, par exemple, de la pérennité du cours ou si vous êtes sur un territoire où, il y a des moyens assez faibles, ça compte aussi. Voilà, ou si vous devez, par exemple, louer la salle, enfin, vous devez prendre en compte toutes les composantes, de vos possibilités pour pas vous retrouver en difficulté. Après, il y a aussi la demande de l'animateur et c'est d'ailleurs souvent pour ça aussi qu'on a des inégalités parce qu'il y a des animateurs qui disent: «Bah, moi, je travaille pas à moins de 40 € au bout de l'heure», voilà Mmh. et vous avez vos animateurs qui sont à 25, donc à un moment, il faut aussi que vous puissiez composer avec ça. Voilà, donc le taux horaire, il se calcule il y a pas une méthode pour le calculer, c'est un plancher à respecter et le principe normalement d'égalité salariale. Voilà. Après, il y a le Mais sujet du doublement des heures. Effectivement, il y a la pratique de valoriser les heures de préparation. Voilà, mmh. parce qu'il y a normalement, il y a du temps qui est pris pour préparer un cours, ça ne s'improvise pas, que ce soit le choix des postures, le déroulé du cours, ça là aussi on ne fait pas le même déroulé, notamment en début d'année qu'en fin de saison. Ça peut être le choix des musiques, ça peut être par exemple pour de la marche nordique, le choix des parcours ou de la randonnée, hein. Je prends souvent ces exemples parce que ça parle à tout le monde. Voilà, donc tout ça, ça se prépare. Donc souvent, on conseille de mettre, 1 heure de préparation en plus d'une heure de cours, par exemple. Mais il y a aussi cette pratique qui consiste à doubler, c'est-à-dire à doubler en doublant le taux horaire, de dire, bah, on paye une seule heure, mais on double, on met un coefficient qui est, mettons de 2. Donc voilà, on a une heure de cours de marche nordique, mais on va payer au lieu de payer 20, on va payer 40 parce que ça double. Nous, on conseille vraiment de distinguer, de mettre plutôt 2 heures, parce qu'il y a aussi un intérêt, par exemple, en matière d'indemnité journalière de la sécurité Mmh. sociale, ce qui a aussi Mmh. un impact positif pour vous. Et ça a aussi un impact sur les cotisations. Donc idéalement, on préconise de vraiment que finalement la paye soit le reflet de la réalité qui est que normalement, il y a quand même du temps de préparation qui est forfaitaire. Rien ne dit que la personne, elle va vraiment mettre 1 heure. Parfois, elle en mettra un peu plus, parfois un peu moins pour préparer. Mais normalement, nous, on conseille de forfaitairement mettre au moins 1 heure de préparation. Idéalement, vous devez même mettre, si par exemple la personne doit ouvrir la salle, préparer le matériel, alors ça dépend du type de cours, hein, si c'est, encore une fois, se retrouver pour de la marche nordique, voilà, il y a pas de salle à ouvrir. Par contre, si c'est une salle où il faut, aller chercher la clé un quart d'heure avant, aux locaux de la mairie, ensuite, ouvrir, préparer et ensuite, ranger la salle, remettre le matériel, parfois dans un local séparé et puis, faire un peu de face à face avec les pratiquants, ben, là aussi, on conseille de mettre, par exemple, un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Au total, 1 heure et demie et en plus 1 heure de préparation. Beaucoup d'assos ne le font pas. Mais après, elles nous appellent en disant: «Bah, on comprend pas le salarié parce que là, on lui a refusé son augmentation, hein, on a refusé de le payer, au même salaire que son collègue, bah, du coup, il est pas content». Puis il nous dit: «Bah, maintenant, moi, mon cours, c'est 18 h, donc je suis là à 18 h. 17 h 59, je suis devant la porte et puis 19 h 01, je pars». Voilà et c'est des bénévoles qui se retrouvent à ranger, à ouvrir la salle et ranger le matériel. Donc on vous conseille de bien cadrer ça pour que la relation soit aussi harmonieuse que possible. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui, moi j'en aurais une, Oui? sur, l'égalité salariale. Oui? On peut justifier une différence de salaire par, les formations, filières, par exemple? Une animatrice qui a un simple CQP et une qui a le CQP plus des filières qu'elle met en place, elle peut être payée davantage? Alors je vais vous répondre, oui et non. C'est-à-dire que ça va dépendre effectivement du niveau aussi de formation qu'elle a. Est-ce que la formation, elle est indispensable pour exercer le cours?
pour animer. Dans certains cas, ça va être effectivement cette situation. Dans d'autres, par exemple, ça ne va pas forcément être nécessaire. Donc, on vous invite à la prudence, en fait, à chaque fois D'accord. que vous envisagez une distinction. Parfois, elle peut effectivement être justifiée sur les diplômes, sur les certifications. Parfois, c'est pas si évident que ça et voilà, on vous conseille vraiment cette prudence, mais toujours dans l'optique d'avoir une relation de travail qui soit harmonieuse entre collègues, en fait, pour éviter ensuite des tensions. Mais oui, dans l'absolu, ça peut être un élément objectif, qui justifie effectivement une différence, mais qui doit aussi être raisonnable. Enfin, voilà, c'est vraiment un ensemble d'appréciations et là, on glisse effectivement sur un domaine où il n'y a pas une réponse, qui est certaine à chaque fois. Notre réponse de juriste, ça va être en gros: «Ça dépend» et on va vous poser quelques questions pour essayer de vous aider à trouver la solution Justifié. la plus adaptée. Voilà. Mais effectivement, oui, une différence de diplôme, ça peut le justifier. Je propose qu'on se laisse encore quelques minutes parce que je vois qu'il y a des gens qui partent. Effectivement, on a un peu glissé. Alors, la prime d'ancienneté, elle est prévue par la convention collective, ce qui signifie qu'elle est obligatoire. Elle est due à partir de 2 ans d'ancienneté, date à date. Si vous embauchez au 1er septembre 2022, elle doit se déclencher sur la paye à partir du 1er septembre 2024. Elle est proratisée, hein, c'est-à-dire qu'on ne verse pas la même prime, selon le temps de travail réellement effectué. J'entends le nombre d'heures prévues au contrat. Si vous doublez, par exemple, votre taux horaire, et plutôt que de faire 2 fois 1 heure, bah, voilà, ça sera, pris en compte sur le nombre d'heures réellement déclarées, donc en l'occurrence 1 heure et pas 2, pour ceux qui pratiquent le coefficient. Elle est égale en fait à 1 du salaire mensuel, conventionnel, donc en l'occurrence 12,91 du groupe 3. C'est pour tous les salariés, y compris des salariés d'un comité. Normalement, c'est, une référence au groupe 3. Le comité peut parfaitement par exemple pour, voilà, je sais pas, un responsable de formation dans un comité, départemental, ou régional, il va être effectivement, normalement, il n'est pas en groupe 3 ou alors il y a un souci, mais ça sera quand même les 1 du SMC du groupe 3. Rien n'empêche l'employeur d'aller au-delà, hein, mais par contre, si au plancher, c'est ça. On est sur 1 de ce salaire, fois le nombre, c'est proratisé en ce que je disais tout à l'heure, par rapport au nombre d'heures mensuelles. Et ensuite, il y a une augmentation de 1 de tous les 2 ans, mais dans la limite de 15. Encore une fois, rien n'empêche l'employeur d'aller ailleurs. C'est pareil, même principe. Si par exemple, vous vous dites: «Moi, je suis un club, j'ai les moyens et je veux que mes salariés restent parce que j'ai des difficultés pour fidéliser», eh bien, je veux par exemple mettre 1 tous les ans, vous pouvez, mais à la condition de respecter un principe d'égalité salariale. Et là, pour le coup, il ne peut pas y avoir de différence, objective. C'est là parce qu'on est vraiment sur une méthode de calcul qui doit s'appliquer à tout le monde. Ouais, il y a pas de raison de valoriser plus l'ancienneté de quelqu'un qui a plus de diplômes, que quelqu'un qui en a moins. Mmh. Parce que là, le socle de base, c'est l'ancienneté qu'on valorise. Donc l'ancienneté, elle évolue de la même manière pour tout le monde. Chaque année, on prend enfin, c'est basique à dire, mais chaque année, on prend tous 1 an d'ancienneté. Donc, si on se dit: «Moi, je valorise 1 par année d'ancienneté», il y a pas de raison de distinguer, par rapport à, une expérience plus importante ou plus de diplômes. Voilà. C'est un cas de figure qu'on a rarement. La plupart du temps, les clubs respectent la convention, ils vont pas au-delà sur ces sujets. Un petit point très, très, très rapide sur les frais de transport. C'est une question, régulièrement posée. En fait, la plupart du temps, elles sont valorisées sous forme d'indemnités kilométriques, mais attention, elles doivent correspondre à des frais réellement exposés. Ça doit pas être un bonus, parfois on entend des clubs qui disent: «Bah, nous, on va proposer en plus les indemnités kilométriques, pour que le salarié y reste, mais il habite, juste à côté». Bah, non, il doit vraiment prendre sa voiture, il doit vraiment, vous prouver qu'il parcourt un certain nombre de kilomètres et c'est, basé sur le barème URSSAF. On ne peut pas aller au-delà du barème, en tout cas, on ne peut pas y aller, si on veut éviter de payer des cotisations. Si on va au-delà du barème URSSAF, indemnité kilométrique, donc au nombre de kilomètres parcourus, on s'expose à payer des cotisations au-delà de ce barème. Ce n'est pas une obligation pour l'employeur. On ne parle pas du cas spécifique, bah, notamment à la région parisienne au transport public, un type, métro, et autres, tramway. Mais en tout cas, le remboursement des frais, kilométriques, c'est une possibilité qu'a l'employeur, mais ce n'est pas une obligation. Nous, on conseille de ne pas le mettre dans le contrat. D'abord parce que le taux, il peut évoluer. Il évolue alors sans périodicité précise. Là, il n'a pas évolué depuis 2 ans. On est toujours sur le taux de 2023.
il peut évoluer demain comme il peut évoluer dans 6 mois. On vous en informe bien sûr, mais en tous les cas, l'employeur, il doit, s'il décide de le mettre en place, ensuite il doit le respecter et il doit le faire là aussi pour tous les salariés qui utilisent leur véhicule pour venir. Mais par contre, si c'est contractualisé, ensuite, surtout si c'est maladroit, le salarié peut dire: «Bah oui, mais moi, on m'a dit, par exemple, que j'aurais une indemnité, kilométrique de 10 € par mois, bah, quel que soit finalement mon mode de transport, même si je ne l'utilise pas». Voilà. Donc nous, c'est pour ça que vous ne trouverez pas cette clause dans notre modèle de contrat. Ça tout n'a pas besoin d'être dans le contrat. Vous pouvez faire mettre en place ce qu'on appelle un usage. C'est ce qu'on voyait au tout début du webinaire. Voilà. Encore une fois, on conseille de rester sur la trame du contrat et en cas de doute, vous nous posez la question. Petit rappel aussi, normalement, le trajet domicile-lieu de travail Mmh. n'est pas du temps de travail. Voilà. Et donc, il n'a pas à être rémunéré. C'est différent du déplacement professionnel. Moi, par exemple, quand je vais faire une aide de proximité, si, je passe toute ma matinée pour venir, par exemple, dans le Jura, et bien évidemment, là, c'est du temps de trajet qui est inhabituel. C'est bien du déplacement professionnel. C'est pas le temps pour aller de mon lieu de domicile habituel à mon lieu de travail. Voilà. Donc là, effectivement, ça peut être rémunéré. En pratique, pour les animateurs et les animatrices, normalement, ça n'est pas le cas. On est bien sur du temps de trajet, domicile, lieu de travail. Alors là aussi vraiment en 1 minute, la base forfaitaire, on nous pose souvent la question. La base forfaitaire, c'est une base qui permet de cotiser de manière réduite sur une partie du salaire, mais ça nécessite l'accord du salarié. La fédération n'encourage pas la base forfaitaire parce que c'est sur du moyen terme et du long terme, la fausse bonne idée pour tout le monde. Pour le salarié, parce qu'en fait, ça amoindrit grandement ses droits sociaux, puisque comme on cotise moins, bah, ça amoindrit les droits à la retraite, à l'assurance chômage, à l'assurance maladie. Et on a parfois des gens qui ont cotisé depuis 30 ans, 40 ans pour un même club, parce qu'on a des clubs EPGV, voilà, qui ont une activité, assez ancienne et bien qui se rendent compte qu'en fait leur retraite va être très grandement impactée. Et là, on a des bénévoles qui nous appellent en nous disant: «Bah, on est désolé, on a une animatrice qui est en larmes parce qu'elle vient de découvrir que sa retraite allait être assez Mmh. misérable. On n'avait pas compris, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle?» Bah, non, on n'a pas grand-chose à lui dire, hein, à part que, bah, en fait, c'est la caisse de retraite qui calcule, hein, les indemnités, la pension. Donc effectivement, si elle a très peu cotisé, elle sera malheureusement très peu pensionnée lors de sa retraite et puis ça, c'est irréversible. Donc on vous conseille vraiment d'être vigilant, de rappeler aux salariés que, c'est la base forfaitaire, voilà, c'est certes, on a un net à payer qui est plus élevé sur le moment et donc l'employeur aussi, il est content parce qu'il se dit: «Bah, moi, je paye moins de cotisations, c'est super». Mais en fait, à moyen terme ou à long terme, ça amoindrit les droits sociaux du salarié. Alors vous pourriez me dire: «Oui, bah, à la limite, ça, c'est son problème». Puis c'est dans le contrat, donc il le sait. Alors souvent, c'est dans le contrat parce que l'employeur le met et que le salarié ne se dit pas qu'il a le droit de éventuellement ne pas Mmh. être d'accord avec ça. Donc moi, on vous conseille, pardon, au service juridique d'en parler avant la conclusion du contrat et de l'expliquer. Et l'enjeu pour l'employeur, parce qu'il y en a un, c'est au moment de l'arrêt de travail. Parce que là aussi, on a des employeurs qui nous appellent, qui nous disent: «Bah, on comprend pas, nous, on maintient le salaire, parce que c'est une obligation, prévue par la convention collective. On a fait la subrogation tout comme le service juridique il a dit. Voilà, bon, c'est la convention qui le dit aussi, mais voilà, on a tout respecté et on vient de recevoir de la sécurité sociale des indemnités, dérisoires». Et là, en général, quand on creuse, on voit que la personne était à l'assiette forfaitaire. Donc c'est logique, ayant très, très peu cotisé, bah, effectivement, les indemnités de sécurité sociale, elles sont, heu, elles sont très faibles. Et comme ces indemnités, par le mécanisme de la subrogation, elles sont reversées à l'employeur, effectivement, bah, l'employeur, il touche quelque chose de dérisoire. Voilà. Accessoirement, si on va un peu plus sur l'objet social de la FFE-PGV, on va rappeler, là aussi très brièvement, que les cotisations, c'est quand même un mécanisme de solidarité globale. Je cotise pour moi, mais je cotise aussi pour les autres, pour l'avenir, pour les personnes actuelles qui sont déjà dans une situation de perte d'emploi ou que ce soit le chômage, la maladie, la retraite. Donc c'est un mécanisme global. Voilà. Donc ça a quand même du sens de cotiser sur ce qu'on va appeler la base réelle. Mmh. Voilà, après si tout le monde est d'accord et tout le monde est conscient de ça, ça reste une possibilité qui est tout à fait légale, mais c'est vrai que nous, on ne l'encourage pas. Voilà, et bien écoutez, à 10 minutes près, allez, 7 ou 8 minutes puisqu'on a eu un petit peu de délai pour commencer, on a quasiment tenu les temps. Est-ce que vous avez des questions? Sachant je vous enverrai, hein, Mmh. tout ce qui est,
Alors, je vois dans le chat, le barème URSSAF se trouve où? Alors, dans nos informations juridiques, déjà. Il se trouve tout simplement sur le site de l'URSSAF, mais bien sûr, je peux vous le renvoyer. En fait, il suffit de taper indemnité kilométrique URSSAF et normalement, vous tomberez sur le lien qui est à jour. Alors, il est indiqué comme étant à jour de 2024. En vrai, ça s'est décliné par rapport à un décret de 2023, mais voilà, il n'a pas bougé depuis près de 2 ans. Mais bien sûr, on peut vous le renvoyer sur demande. On conseille aussi quand vous avez des bénévoles et des salariés, que ce soit des animateurs ou que ce soit vos élus pour vos déplacements, par exemple pour vos réunions, d'instances, une AG, d'appliquer le même barème, en fait. Vous pouvez aller en deçà du barème URSSAF, hein, c'est pas interdit. Mais par contre, on déconseille une pratique, par exemple, qui dirait: «Bah, pour les élus, on respecte le barème URSSAF, puis pour les salariés, on met 0,10 centimes du kilomètre». Voilà. Là aussi, toujours dans un principe d'essayer d'avoir une relation globale de travail, qui soit harmonieuse. C'était juste une aparté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non. Voilà, vraiment n'hésitez pas. Alors c'est toujours un peu dense, hein, ces webinaires parce que c'est des formats courts et mine de rien, on balaye quand même beaucoup d'aspects de la relation de travail. Est-ce que c'était des points qui étaient déjà clairs pour une grande partie d'entre vous? Est-ce qu'il y avait besoin d'avoir des petits rappels sur la logique, la raison pour laquelle il y a ces dispositions qui parfois peuvent vous sembler, déroutantes? Ou est-ce que finalement on a fait que réviser, voilà, des points que vous connaissiez déjà? Oui. N'hésitez pas, hein, si vous avez des remarques, ça nous aide aussi ensuite à améliorer les webinaires. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper un message. De toute façon, je crois qu'on n'est plus que 6 ou 7. 8. Ouais. Bonjour, au fait, Marie-Hélène. Bonjour. Voilà, bah, de toute façon, pour résumer, c'était vraiment important de commencer par ça. Il y a un cadre juridique prévu spécifiquement pour le milieu des activités, sportives en règle générale, c'est la convention collective. Au sein de ça, nous, on a effectivement tout un arsenal de modèles et d'outils pour vous aider, pour les clubs EPGV. Évidemment, on ne va pas conseiller les autres fédérations, hein. Le but, c'est de vous aider, de vous accompagner au mieux dans votre quotidien de dirigeants et de dirigeantes de clubs EPGV. Parfois, on améliore aussi, on modifie selon les retours d'expérience qu'on peut avoir. Bon, le contrat intermittent, ça fait longtemps qu'il n'a pas bougé parce qu'il est bien cadré. Et puis, après, voilà, le plus simple, c'est toujours de nous joindre en cas de doute, de nous expliquer votre situation. Je vais répondre du coup à la question qui est posée, comment on peut nous contacter par téléphone ou par mail. Et il vaut mieux nous poser une question que vous avez, même si vous la jugez bête, hein, parfois il y a des clubs, vraiment, ils nous disent: «Voilà, je n'osais pas vous déranger, ma question, vous allez sûrement la trouver bête, mais vous savez, on est bénévole». Ouais, effectivement, on est au courant que vous êtes bénévole et il n'y a aucune question bête. On est vraiment là pour répondre justement à ces questions qui, en général, ne sont absolument pas bêtes et pour essayer voilà, de trouver la solution qui soit la plus adaptée à votre besoin. Alors pour nous joindre, c'est le plus simple, ça reste toujours un mail. C'est une adresse, commune aux 3 juristes du service qui est également consultable par notre directrice, juridique, madame, Nadia Maouche et c'est pourquoi les mails? Parce que tout simplement, pourquoi l'adresse mail commune? Parce que nous ensuite on peut prioriser les demandes. Donc typiquement si, vous nous demandez le modèle de contrat intermittent, on va pouvoir vous répondre très vite. Voilà, parce que c'est un mail qui nous prend 30 secondes. Si par contre, vous nous dites, que, vous avez un problème avec un animateur, qui ne veut plus venir, et qui insulte la présidente à longueur de journée, là, il vaut mieux que voilà, on va peut-être vous demander quelques éléments par retour de mail et ensuite fixer un rendez-vous téléphonique. Voilà, souvent on a des clubs, ils se disent, ils ont les numéros de téléphone, donc ils font tout le service, puis ils laissent un message à chaque, juriste, donc après on ne sait plus qui doit rappeler qui, voilà. Le plus simple, ça reste toujours un mail avec autant d'éléments que possible. Si vous nous dites: «Est-ce que j'ai le droit de modifier le contrat de travail de l'animateur?» Idéalement, joignez-nous tout de suite le contrat de travail parce qu'on va vous poser la question, on va vous dire: «On a besoin du contrat».
Est-ce que c'est en CDD? Est-ce que c'est en CDI? Voilà. Pareil pour le CDD, si vous dites: «Je veux conclure un CDD», comme on l'a vu, bah, dites-nous un peu le contexte pour qu'on puisse vous donner le modèle le plus adapté. Après, c'est notre travail de vous poser les bonnes questions, mais l'idée, c'est de nous faciliter au maximum la tâche et alors, s'il vous plaît, mettez un numéro de téléphone quand vous nous écrivez parce que parfois, on a juste des mails où il y a écrit, signé, Geneviève F, et on sait pas si vous êtes présidente, on ne sait pas si, vous êtes trésorière, parfois ça peut être une animatrice, et on n'a pas de moyen de vous joindre et c'est une adresse mail, voilà, ça va être, Geneviève et Gérard, ça va être son adresse personnelle avec son mari, donc on ne sait même pas quel est le club et nous, on ne répond qu'aux clubs affiliés. On ne va pas conseiller des clubs qui ne sont plus affiliés, on ne va pas conseiller des animateurs ou des animatrices. Voilà, donc dites-nous un peu qui vous êtes pour qu'on puisse, vous joindre de manière simple. Donc voilà, le mail, c'est le service juridique. Le numéro de téléphone, ils sont normalement sur les sites. Après, c'est des lignes personnelles. Donc c'est un peu l'inconvénient, il n'y a pas de numéro, unique pour joindre le service juridique. Donc à chaque fois, vous allez nous laisser un message, si on ne peut pas vous répondre, sur notre, messagerie personnelle. Voilà, et si jamais on est absent ou en formation, en fait, on n'aura pas tout de suite votre demande. Alors que si vous nous faites un mail, eh bien, c'est plus facile pour nous que l'un des 3 juristes, voilà, vous réponde selon le degré d'urgence. Il y a toujours une permanence du service, hein, même en plein mois d'août, à l'exception de la période, des vacances de Noël où il y a une fermeture complète de la fédération. Nous, on n'a jamais de mail pendant cette période, parce que vous êtes également en vacances, bien méritées. Voilà, donc vraiment le plus simple, ça reste le mail. Voilà. Après, parfois, nous, on va ensuite communiquer avec vous par téléphone, mais voilà, vraiment, c'est l'idéal. Et si jamais on vous a écrit par erreur de notre boîte perso, voilà, essayez ensuite d'éviter parce que c'est pareil, du coup, ça déséquilibre un peu la gestion du service. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se retrouver, parmi nous, il y en a qui vont se retrouver à gérer, à être systématiquement contactés par des clubs, alors que le principe, c'est un peu qu'on puisse équilibrer aussi la charge de travail entre nous 3 ou justement, harmoniser pendant les périodes de congé. Voilà. Après, nous, on essaye toujours de suivre, si par exemple vous nous sollicitez pour une rupture conventionnelle, un peu délicate, on essaye que ça soit la même personne, le même juriste ou la même juriste qui a commencé, qui suive ensuite le dossier pour éviter que vous nous racontiez à chaque fois, votre histoire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'entends quelqu'un parler, je ne sais pas si c'est échos. si C'est c'est pas pour une ici. question ou si c'est juste, voilà. Voilà. Bah, écoutez, je propose qu'on arrête là. On est, Pauline, vous êtes encore 5. Oui? j'aurais voulu en aparté, on s'est eu récemment pour le Courage de Bourgogne, pour Oui, tout nos, à fait.